Nous sommes le jeudi 5 juin 2025 et vous écoutez le 12e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, on s'intéresse aux optiques vidéo en compagnie de Julien Migeot de la société Spotlight Productions et de Charles Lacombe d'Objectif Bastille. Avec eux, nous allons tout vous expliquer sur les différents critères à prendre en compte dans le choix de vos optiques pour un usage vidéo. Cette émission vous est présentée cette semaine par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo, 100% fabriqués au Japon. Et c'est parti pour ce 12e épisode de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin ? Salut Arthur, écoute, ça va super bien. On fait une petite after du Festival de Cannes, là, c'est bien, c'est sympa. On va parler cinéma, moi ça me plaît. Bon, on est dans une configuration un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on a la moitié des gens qui sont en studio et l'autre moitié à distance. Je suis en compagnie de Charles d'Objectif Bastille. Salut Charles. Bonjour à tous. Et on retrouve également Julien Migeot qui est à distance depuis sa Normandie natale. Salut Arthur, bonjour à tous. Alors messieurs, si vous voulez bien, je vais commencer par vous présenter à nos auditeurs. Julien, tu es vidéaste professionnel spécialisé dans les vidéos corporate, reportages, publicités, événementielles depuis une quinzaine d'années. Tu es basé en Basse-Normandie et a pour clients des entreprises, des marques, des institutions, mais aussi des particuliers. Tu as monté ta propre société de production, Spotlight Productions. Tu as aussi ta propre chaîne YouTube et tu dispenses des cours d'initiation à la vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta chaîne YouTube, Julien ? Oui, c'est une chaîne que j'ai créée il y a quelques 5 ans, je crois maintenant. Et en fait, au tout départ, c'était pour partager mon expérience parce que lors de certains tournages, je rencontrais pas mal de personnes qui voulaient se lancer. Et en fait, la formation, c'est toujours un truc qui m'a plu de par mes anciennes expériences. Et du coup, je me suis dit, une chaîne YouTube, c'est peut-être le moyen d'échanger avec les gens, de partager chacun ses connaissances. Et donc, j'ai créé la chaîne sans prétention. Et au final, ça a grossi petit à petit. Et en fait, c'est marrant. Donc, ça reste toujours une petite chaîne. Mais moi, je trouve ça hyper sympa d'échanger avec les abonnés, d'échanger avec les gens. Juste, je pense qu'on a tous à apprendre des autres, en fait. Et du coup, pour moi, c'est hyper intéressant. Donc, voilà. Donc, je traite un peu du matériel que j'utilise, de certaines techniques aussi, savoir maîtriser ces réglages en vidéo, parce que c'est assez particulier par rapport à la photo. Et voilà. C'est génial. Parfait. Pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir pour la première fois à ces micros Charles Lacombe. Alors Charles, toi, tu es le responsable du magasin vidéo chez Objectif Bastille, une adresse parisienne incontournable pour les photographes et vidéastes professionnels qui est située dans le 12e arrondissement au 11 rue Jules César. Cela fait plus de 7 ans que tu travailles chez Objectif Bastille et avant cela, tu as passé plus de 12 ans chez Cirque Photo Vidéo, une adresse qu'on connaît aussi très très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de cette boutique Objectif Bastille ? J'ai l'impression de l'avoir connue toute ma vie. C'est une très ancienne boutique. Après Cirque, c'est la plus ancienne sûrement de Paris. On a un département vidéo accompagné d'un département photo et la structure actuelle fait que les départements photo et vidéo se rapprochent dans l'exercice de la profession de chacun. Après, on est amené justement on a un département vidéo assez poussé pour accompagner les boîtes de production, les indépendants dans leur développement et leur évolution. Vous avez fait des gros travaux récemment, j'ai cru voir et comprendre. On a une belle boutique maintenant. Bon. On était resté dans les années 70. On est passé à 2025. Et il y a un lien entre Objectif Bastille et Miss Numérique. Tu peux nous expliquer ? Oui, c'est le même groupe en fait. Le principe étant que le groupe Miss Numérique, Objectif Bastille, il y a également à Toulouse, Numérifote, et à Nice, Objectif Riviera. Donc tout ça, c'est le même groupement, avec la même passion pour accompagner les clients ou les indépendants dans leur travail. Parfait. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation.
Allez, on attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance 2 nouvelles gammes d'objectifs cinéma. Ricoh lance une Theta pour les professionnels et Baptiste Soto nous propose le coup de cœur Fox. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma vient d'annoncer beaucoup de nouvelles optiques à destination des vidéastes et des cinéastes. On commence par la déclinaison de 12 zooms autofocus art, les 28-45 mm f1.8 et 28-105 mm f2.8 en version Ciné AF, qui sont donc des 28-45 T2 et 28-105 mm T3 et qui seront déclinés en monture L et Sony E. Ces objectifs reprennent les principales caractéristiques des modèles photo, mais intègrent des roues de réglage crantées pour s'adapter à des solutions de déport de commande et de motorisation. Un système de diaphragme continu et une course de mise au point manuelle ont été installés. Le Sigma AF 28-45 mm T2 est prévu pour le mois de novembre et le Ciné AF 28-105 mm T3 pour le printemps 2026. Parallèlement à ces annonces, Sigma dévoile aussi une nouvelle série de focales fixes ultra lumineuses en gamme Aizu Prime Line qui seront déclinées en monture PL et E-mount. Ces optiques à mise au point manuelle disposent d'une transmission ultra lumineuse T1.3. La gamme inclut un 25, un 27, un 32, un 35, un 40, un 50, un 65, un 75, un 100 mm et un 125 mm. Les premiers modèles de ces nouveaux objectifs, du 25 au 75 mm, seront disponibles dès le mois d'août. Après l'annonce de l'arrivée imminente du GR4 la semaine dernière, Ricoh annonce cette semaine une nouvelle caméra 360 degrés à destination des professionnels, la Theta A1. Cette nouvelle caméra s'adresse en particulier aux professionnels de terrain, dans par exemple le domaine de la construction, de l'industrie ou de l'immobilier. Elle est extrêmement protégée, avec un boîtier robuste, étanche, résistant à la poussière et aux températures extrêmes. Elle exploite également une batterie longue durée de près de 1500 mAh. Au-delà de ses caractéristiques spécifiques, la Theta 1 reprend l'architecture Theta Twin et la compatibilité avec l'application Ricoh 360. On retrouve donc une double optique ultra grand angle composée de 7 lentilles, avec une ouverture de f2.4 associée à 2 capteurs 1/2 pouce de 48 millions de pixels, capables de monter à 3200 ISO. La Theta 1 peut produire des séquences vidéo jusqu'au 8K 10p 120 Mbps par seconde. Elle intègre une mémoire interne de près de 27 Go et est connectée en Bluetooth ou Wi-Fi. Elle est ultra compacte et légère avec 14 cm de haut, 3 cm d'épaisseur et un poids de 225 grammes. La Ricoh 360 Theta A1 sera disponible en précommande dès le mois de juin. Et pour terminer, on vous propose cette semaine le coup de cœur Fox et on écoute Baptiste Soto nous parler Instax et plus précisément du modèle Mini 41. C'est assez inhabituel de venir vous parler d'un produit instantané, puisque d'habitude on vous parle de produits très techniques et technologiques. Mais en fait, grâce à Fujifilm, on a eu depuis le début de l'année plusieurs très bonnes nouvelles dans l'instantané. Et la très bonne surprise qui a été l'Instax Mini 41. Alors au début, on était un petit peu circonspect avec un look un peu spécifique. Et en fait, ça a été un raz-de-marée, ça a été un énorme succès. Puisque c'est un produit qui est une évolution de l'Instax Mini 12. Côté technique, une chose qu'ils ont fait qui est important, parce que sur la photo instantanée, on sait que le plus important, c'est le partage, c'est le là tout de suite. Par contre, qualitativement, on est très très loin de ce que font les appareils numériques. Et ils ont mis une nouvelle cellule de mesure de la lumière pour avoir une exposition un peu plus juste, que ce soit avec ou sans flash. Donc ça, c'est bien vu, ça évite les photos brûlées, les photos trop noircies, c'est une très bonne chose. Ils ont intégré aussi une correction de parallaxe, comme sur le Mini 12, ce qui permet d'éviter les distorsions qu'on peut avoir, notamment quand on fait des gros plans où on se retrouve avec un nez énorme ou avec des types d'effets qui sont indésirables. La mise au point Mini est toujours de 30 cm, ça ce qui est bien, parce que sur la bague, ils ont intégré directement un mode gros plan, ce qui permet de basculer sur cette mise au point minimum de 30 cm pour faire des portraits, pour faire des photos un petit peu proches qui soient plus sympas. Ça, c'est sur le plan technique, mais avant tout, c'est une grosse révolution sur le plan design.
Et avec le Mini 41, on a un produit qui a un look beaucoup plus classique, avec une partie noire sur la base du corps, un revêtement métal sur le haut qui est à mi-chemin entre le silver et l'anthracite, donc un coloris assez sympa. Ça lui donne un vrai cachet. On a l'impression d'avoir un véritable appareil photo dans les mains. Et, chose très sympa, ils ont gardé le form factor de l'Inspax Mini 12, c'est-à-dire un format qui est plus vertical qu'horizontal, donc ce qui est logique puisque c'est au format de l'image. Et ça, c'est agréable parce que spontanément, quand on se rapproche de l'objectif, quand on a l'appareil dans les mains, eh ben, on a le bon format d'image. Le format de l'appareil correspond au format de l'image. Donc ça, c'est sympa. Et après, ce qui est aussi très bien vu de la part de Fujifilm, on s'attendait à un produit un peu, enfin, clairement plus cher. En fait, l'écart est pas très important puisqu'il y a que 20 € de plus, ce qui par rapport à l'Instax représente le prix d'un bipack, d'un pack de 20 films. Donc, c'est pas énorme. Donc, pour pas beaucoup de plus, on a un produit qui fait plus sérieux, qui est plus classe, plus adulte. Et ça, c'est une véritable évolution et ça permet à l'Instax de toucher des nouvelles cibles et à plaire à tout le monde. Enfin. Bon, voilà pour l'actualité cette semaine. Sigma en très grande forme, Benjamin, et puis un alignement des planètes sur le thème de l'émission qui est pour le moins assez déconcertant. Oui, enfin là, je vais surtout me tourner vers notre spécialiste, en l'occurrence Charles, peut-être pour avoir son avis sur ses sorties cinéma. Parce qu'on sait que Sigma a une très belle gamme ciné. Ça fait un moment qu'on n'avait pas vu de modèle, donc je voulais savoir ce que lui, en tant que vendeur et spécialiste, pensait de ces nouvelles sorties. Alors, on attendait depuis un petit moment Sigma sur le domaine des optiques ciné, parce que leurs optiques dataient un petit peu. Ils Ouais. avaient besoin un peu de se réapproprier ce champ-là, avec sûrement des optiques plus compactes, plus légères et adaptées au monde d'aujourd'hui dans leur utilisation. Et puis, il faut intégrer aussi les nouvelles technologies. Alors, par rapport à leur zoom, est-ce qu'ils intègrent le focus bracing ou autre, à voir, à tester? En tout cas, ce qui est intéressant sur cette nouvelle gamme, c'est que finalement, ce n'est pas une adaptation d'optique photo, comme ils ont pu le faire par le passé, parce que toutes ces focales fixes, avec une ouverture de T1.3 qui doit donc plus ou moins correspondre à du f1.2, n'existent pas en gamme Art ou Contemporary. Leur arrivée sur des modèles motorisés avec autofocus, alors pas motorisés, motorisables, mais surtout avec autofocus. Ça, c'est une vraie demande sur le marché. C'est une demande dans certains cas et une grosse attente, notamment le 2805. On l'a déjà testé aujourd'hui en version photo, voir ce que ça va donner dans leur version ciné. Beaucoup d'intérêt, sûrement. Julien, toi, comment tu perçois ça? Moi, l'autofocus, en fait, on en avait parlé lors du l'avant-dernier salon de photo, où j'avais été invité à une sorte de table ronde de Sigma avec des ingénieurs japonais et on avait parlé de ça, de mettre un autofocus sur des optiques ciné, savoir ce que nous on en pensait en tant que professionnels. Personnellement, moi, je trouve que c'est pas quelque chose d'obligatoire, pas du tout. Par contre, si, f pour moi, il faut considérer ça comme une option supplémentaire. Un truc en plus que fait l'optique. En effet, c'est assez révolutionnaire parce qu'en effet, de l'AF sur des optiques ciné, c'est quand même, assez costaud à faire. Mais pour moi, c'est pas primordial. C'est un vrai plus, mais pour moi, c'est pas primordial sur des optiques ciné. Mais c'est une prouesse de le faire et oui, ça peut changer pas mal de projets, qui ont besoin de l'autofocus, ce qui est pas la plupart non plus des projets, en tout cas personnellement. On a longtemps entendu les vidéastes estimer que la mise au point manuelle pour eux n'était pas forcément un problème parce que ils vont mettre du gaffeur au sol, ils vont faire des prémesures, etc. Tout va être un petit peu anticipé selon les productions. Mais quand on voit quand même les progrès opérés en matière d'AF sur tous les hybrides, on se dit qu'aujourd'hui, la F, c'est une aubaine, non? Enfin, ça te fait pas changer d'avis, toi? C'est une aubaine pour un certain type de tournage et encore aujourd'hui, je sais pas, je pense qu'on va en parler, mais aujourd'hui, on a des follow focus, qui sont, manuels ou non. On en parlera sans doute un peu plus tard, mais si, ça peut changer des productions. Moi, j'espère que ça va trouver son public. Moi, je t'avoue que je suis un peu de l'ancienne école et que le focus manuel, apporte tellement plus de choses que l'autofocus. Ça aussi, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais
Mais c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. À voir à qui ça va s'adresser. Et je pense que ça ne sera pas pour tous les tournages. Mais oui, c'est un plus, ouais. Si je puis me permettre, les marques aussi ont intégré dans leur boîtier beaucoup de spécifications de réglage. Et ça demande beaucoup de technique, à savoir comment régler son autofocus en fonction de son utilisation derrière. Donc, C'est tout à fait vrai. et ça nécessite presque un travail en amont de son tournage, de bien régler techniquement son boîtier pour que l'autofocus fonctionne correctement. Exactement. Régler la sensibilité de la F. C'est ça. Exactement. Et Panasonic, d'ailleurs, était les premiers à faire ça. Transition, Hein. ouais. Le Avec mieux, c'est d'avoir des pré-réglages suivant le type de tournage qu'on fait. Et ça, c'est des choses que les gens prennent peut-être pas forcément l'habitude de faire en amont. Et c'est vrai que je me souviens encore des discours au début dans la vidéo où les gens disaient je travaille à l'ancienne, pas d'autofocus. Sony a sorti le Eyes Detection. Un an après, tout le monde voulait de l'autofocus, quoi. Ah oui, parce que ça marche super bien. Et au début, quand c'est sorti, non, j'utiliserai pas, quoi. En fait, moi, je sais que j'ai été un peu forcé de bosser en manuel parce qu'en effet, mes premiers boîtiers, la F était naze, quoi, clairement. Et des fois, ça pouvait être une question de réglage aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent un boîtier, ils pensent que tout est clé en main et que c'est plug and play, on arrive, on filme et tout ça. Et il y a des gens qui disent « Ah bah la F est pas géniale, tout ça ». En fait, comme c'était dit juste avant, il y a une question de réglage d'AF et c'est très bien. Par contre, là où moi j'ai un point de vue un peu différent, c'est que l'AF c'est très bien. Aujourd'hui, j'ai eu un A7 IV pendant quelques mois, puis j'étais très content de l'AF. Là, je filme au S5 2X, je suis aussi très content de l'AF. L'AF peut être aussi performant qu'on le veut. Pour moi, il peut pas penser à ma place en fait. Il peut pas penser ce que je veux vraiment qu'il soit net ou pas, surtout que avec des faibles profondeurs de champ, savoir que le focus va se déplacer d'un endroit du plan à un autre endroit du plan, pour moi, l'AF, il ne peut pas remplacer ça. L'AF, il fait beaucoup de choses, c'est très bien, mais pour moi, il remplace pas un focus manuel. Mais encore une fois, c'est quelque chose, je pense, qui est très personnel et qui dépend beaucoup de l'utilisation du pratiquant, quoi. Bon, de toute façon, on va avoir l'occasion de revenir sur tous ces sujets-là au cours de notre discussion tout à l'heure. Benjamin, tu voulais dire un mot sur la sortie du prochain album Reporters sans frontières. Oui, c'est même un teasing, on va dire, pour l'émission de la semaine prochaine qui sera consacrée à la street photo, puisque le nouvel album de Reporters sans frontières, le numéro 79, est consacré à Viviane Mayer, la nounou photographe, dont l'œuvre a été découverte sur le tard. Il y a un portfolio qui rassemble une centaine d'images et qui nous amène à Chicago, New York, enfin les endroits où elle a principalement vécu. Donc tous ceux qui veulent découvrir son œuvre pourront le faire à travers de cet album qui est disponible à la vente dès aujourd'hui, jour de diffusion de l'émission, au prix de 12,50 €. Et on rappelle que toutes les recettes de cette collection sont reversées à l'organisation pour défendre la liberté de la presse à travers le monde. Parfait. Bon, écoutez, on va clore le Flash Actu sur ces mots cette semaine. Benjamin, c'est le moment de ta story, ta chronique hebdomadaire. Et aujourd'hui, tu évoques la sortie du prochain long métrage de Danny Boyle, majoritairement réalisé avec des smartphones. La story vous est présentée cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo, avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. De la mini DV au smartphone. Ce grand écart technologique illustre le temps écoulé entre 28 jours plus tard, film d'horreur du réalisateur britannique Danny Boyle sorti en 2002, et le troisième opus de la trilogie, 28 ans plus tard, qui sort sur grand écran au mois de juin. À l'époque, l'approche minimaliste, caméra numérique au point, séduit avec une colorimétrie et un rendu d'image modeste, digne d'un film familial, qui colle parfaitement à l'atmosphère post-apocalyptique dans laquelle évolue l'acteur principal, Cillian Murphy, dans une production aux antipodes de la série Peaky Blinders ou du chef-d'œuvre Oppenheimer qui lui a valu un Oscar récemment. À l'aube des années 2000, 28 jours plus tard, s'apparente plus à un film d'auteur, voire de série B, un peu à la manière du projet Blair Witch, avec une intention délibérée de la part du réalisateur et du chef opérateur d'adopter le format DV
en vogue à cette époque, ce qui accentue la dimension réaliste du film. 23 ans plus tard, littéralement, même combat. Cette fois, c'est logiquement le smartphone qui capte la lumière sur le plateau de tournage. Tout un storytelling précède la sortie de ce blockbuster sanglant, faisant état du recours à cet outil, mais il serait dommage de résumer ainsi l'ambition technique de Danny Boyle et son équipe. Là où les caméscopes captaient des séquences en 4/3 il y a plus de 20 ans, la tendance actuelle consiste plutôt à étirer les images. Sur 28 années plus tard, le réalisateur de Trainspotting a misé sur un ratio ultra large, proche de l'Ultra Panavision ou de l'IMAX, pour que l'expérience soit la plus immersive possible pour tous les spectateurs. N'allez pas croire pour autant qu'il a tourné tout le film avec son iPhone façon run and gun. Une partie du budget de 75 millions de dollars a été allouée à la conception de 3 rigs pour utiliser 8 à 10 smartphones reliés entre eux sur certaines séquences, jusqu'à 20 même pour décomposer la trajectoire d'une balle, ce qui rappelle le fameux effet bullet time de Matrix, un procédé déjà utilisé au XIXe siècle par Murbridge qui parvint alors à disséquer le mouvement d'un cheval au galop avec 24 appareils et autant de plaques de verre. Ce souci d'inscrire l'œuvre dans l'ère technologique contemporaine a même perturbé les acteurs les plus expérimentés sur le tournage, à en croire le réalisateur, eux qui, habitués à certains types de caméras et familiarisés avec les focales, ont été quelque peu désarçonnés face à ces configurations d'un nouveau type, ce qui a généré une tension supplémentaire bienvenue, étant donné le sujet du film. Le choix du smartphone n'est donc pas qu'un axe marketing, il résulte bel et bien d'une intention artistique en phase avec les outils et les codes visuels actuels. Bon, évidemment, en entendant ce que tu viens de nous raconter, ça me fait penser au projet Blair Witch, hein, qui avait été tourné avec un petit caméscope en forêt. Il sort quand exactement, Benjamin, ce film ? Alors, il sort le 18 juin sur grand écran avec Aaron Taylor Johnson en guest star. Hein. C'est un acteur qu'on a pu voir dans Kick-Ass ou Bullet Train, qui est aussi pressenti pour prendre le relais de Daniel Craig dans le costume de James Bond. Et Danny Boyle, hein, qu'on connaît pour Trainspotting, 127 heures, Petit meurtre entre amis, Slumdog Millionnaire, il y en a plein d'autres, La plage, voulait pousser le réalisme en attendant 28 ans, qu'il y a un écart de 28 ans entre le premier et le troisième film. Entre-temps, il y a eu 28 semaines plus tard qu'il n'avait pas réalisé. Bon, là, il a attendu 23 ans, c'est déjà pas mal, pour un souci là aussi de réalisme. Entre-temps, il y a eu le Brexit, il y a eu le Covid, donc il voulait aussi inclure un peu tout cela dans le scénario. Et pour en venir à la forme, puisqu'aujourd'hui on va pas mal parler de rendu, de matériel aussi, il a souhaité donc coller, hein, comme je le disais, au code visuel de l'époque, en utilisant principalement le smartphone. Alors quand on regarde des images de coulisses, il triche un peu en disant ça parce que on voit des configurations avec un smartphone en effet, mais devant des optiques ciné énormes sur des rigs hyper sophistiqués. Il y a aussi notamment ce plan avec 20 smartphones reliés entre eux qui permettra de séquencer cette fameuse trajectoire de balle. D'après lui, en tout cas, le spectateur pourra se rendre compte visuellement de l'utilisation des smartphones dans les scènes d'action, notamment. Ce sera assez visible et c'est ce qui est souhaité. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette série de films d'horreur, moi qui suis assez friand de ce genre de film, 28 jours plus tard, le premier opus tourné il y a 23 ans est vraiment un petit bijou qu'on croirait tourner avec 3 fois rien, mais qui en fait est hyper précis dans sa médiocrité. Bon, à ce rythme-là, Charles, tu vas te retrouver à vendre des iPhones très rapidement à Objectif Bastille. Il y a encore un peu de marge. Est-ce que d'ailleurs, quand vous avez des demandes comme ça, de setup un peu sur mesure, de construction d'accessoires, là, Benjamin disait qu'ils avaient conçu des rigs spécifiques pour ce film-là, c'est des choses que vous pouvez adresser chez Objectif Bastille ? Tu penses aux imprimantes 3D ou ce genre de choses éventuellement pour personnaliser? J'ai pas d'arrière-pensée particulière, mais je sais que sur certaines productions, il y a des besoins de produits qui n'existent pas, et du coup, il faut bien qu'ils se tournent vers des spécialistes de ce genre de choses. Et je me demandais justement si chez Objectif Bastille, sur des
des choses qui se rapprochent des produits que vous proposez déjà dans votre catalogue, Mhm. vous aviez cette souplesse, entre guillemets, de pouvoir faire du sur-mesure dans certains cas bien précis. La souplesse, en fait, il y a des marques qui l'ont créée. On prend Small Rig, toutes les semaines, ils nous sortent un nouveau produit, hein. Donc, et ils ont cette réactivité par rapport à l'utilisation, euh, tout ce qui est smartphone ou même appareil photo ou caméra, hein. Donc, il y a une réactivité au niveau des marques qu'il n'y avait pas encore il y a 3 ans, hein. Je vous parle de Small Rig, mais vous avez Falcam, vous avez plein d'autres marques qui sont à l'affût, ou même Tilta, qui sont à l'affût d'être réactifs par rapport à un besoin spécifique et à une utilisation. Et après, ils ont aussi une certaine réactivité dans la production et la distribution. En l'espace de 3 semaines, ils sont capables de commercialiser un produit qu'ils ont inventé il y a 1 mois ou 2 mois, maxi. Moi, je voulais revenir rapidement sur le format aussi, puisque donc à l'époque, on parlait de 4 tiers, donc en 2002, principalement pour les caméscopes et le format DV. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IMAX, on parle beaucoup de ces formats très étirés, on parle de l'anamorphique, etc. Toi, Julien, est-ce que tu constates un petit peu ces demandes ou on va dire ces codes un petit peu en vogue qui veulent que les formats soient un petit peu étirés, ce qui peut correspondre d'ailleurs aussi au format des téléphones, hein. Chez Sony, ils ont des smartphones conçus pour le jeu vidéo qui sont au format 17:9 qui est vraiment très étiré. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la grosse différence par rapport à, tu vois, il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a le choix du format. Il y a 20, 30 ans, on faisait du 4 tiers, on faisait du 4 tiers. Aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut faire du 4 tiers, on peut faire du 16:9, on peut faire du 17:10, on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, pour moi, le format, il doit participer à l'histoire. Il doit être justifié. L'IMAX, je sais pas, tu prends un film comme Dark Knight de Nolan, le premier de sa trilogie Batman, tu as des plans d'extérieur d'immeubles, l'attaque Le de la deuxième. banque. Le deuxième, pardon. Le deuxième, avec l'attaque de la banque avec le Joker et tout. Là, l'IMAX, il pète l'écran, c'est exceptionnel à voir. Et ça sert l'histoire. Ça sert l'histoire parce que ça montre la grandeur de la ville, ça montre Gotham qui a un rôle dans le film aussi bien que les personnages. Donc, quand ça sert l'histoire, moi je suis tout à fait pour. Faire l'anamorphique pour faire l'anamorphique, là, personnellement, hein, pour moi, il y a peu d'intérêt. Vouloir mettre de l'anamorphique, pardon, je vais la recommencer. Vouloir mettre de l'anamorphique partout, pour moi, ça par contre, c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est vrai, je pense qu'on va en parler. Les optiques anamorphiques aujourd'hui sont bien plus abordables qu'il y a 10-15 ans. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de monde qui l'utilise. Mais si c'est pour filmer Tati Janine dans son jardin ou quoi que ce soit, ça sert Moi, je trouve ça strictement. très stylé de filmer Tati Janine avec une Alors, optique Tati anamorphique, Janine hein. a un côté, en effet, un petit peu glam des années 50 qui peut être sympa, mais à côté de ça, non, c'est pas forcément justifié, quoi. Donc oui, aujourd'hui, les formats, il y a des demandes, en effet, de formats très étirés, il y a des demandes de formats verticaux, Ouais. énormément. Moi, j'ai des Énormément, clients ouais. aujourd'hui qui demandent beaucoup ça. Moi, je sais que, par exemple, sur mon boîtier, le S5-2X, je peux filmer en open gate, donc la totalité du format du capteur, donc ce qui fait que sur un même plan, je peux extraire soit du vertical, soit de l'horizontal, donc ça, c'est très demandé. Mais je sais pas, oui, il y a des modes. Il y a des modes parce que il y a 2 ans, je dirais que le mode, c'est pareil, on rejoint les optiques. Il y a 2 ans, la mode, c'était l'ultra grand angle. Il y a 2 ans, tout le monde shootait en ultra grand angle. Les photos de mode, tout était en ultra grand angle. Ça existe encore aujourd'hui, mais en effet, c'est des questions de mode. Donc, on a la chance aujourd'hui de faire ce qu'on veut avec nos boîtiers et nos objectifs. Mais pour moi, il n'y a pas un format, il n'y a pas une focale. Il y a vraiment que des formats différents, des focales différentes pour servir l'histoire, pour participer au projet, quoi. Tiens, justement, Charles, avec cette tendance-là, qui est pas une tendance, qui s'impose du format vertical en vidéo, est-ce que tu penses qu'un jour, l'un des grands constructeurs va nous proposer une déclinaison d'une caméra avec un capteur orienté à 90 degrés pour que la norme en prise en main soit le vertical et pas l'horizontal? Je suis pas sûr qu'ils se cassent la tête à vouloir fabriquer. Oh, ils sont capables, hein. Il y a de l'accessorisation qui est capable de le faire, hein. Il y a des systèmes, même avec la FX6, on voit des systèmes de cage, de rig pour faire un format vertical. On voit une progression de la demande là-dessus, sur ce type de produit. Donc, c'est presque ce qu'on va mettre autour de la caméra qui va permettre un cadrage vertical ou horizontal, plus que le travail sur le capteur qui nécessiterait, pour les marques, pas mal d'investissement et
et ce type de choses-là, quoi. Mais de toute façon, il a apporté la réponse, Julien. La réponse, c'est l'open gate, quoi. C'est génial. Et puis, il y a des cinéastes qui s'en sont emparés de manière formidable. Je pense à Xavier Dolan dans Mommy, où littéralement, on passe d'un format à l'autre, même un format carré hyper audacieux. Et en plein film, à un moment, un des acteurs va étirer comme ça le format. C'est absolument génial. Donc, s'enfermer dans un format, c'est vrai que c'est dommage. Et le numérique permet ça. Donc, c'est fantastique. Bon, allez, on va conclure la story sur ces mots là-dessus. Merci Benjamin pour cette story toujours aussi intéressante. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer donc cette grande discussion autour des optiques vidéo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Chez Sigma, la photographie nous tient à cœur. Entreprise familiale et marque de premier plan dans le monde de la photographie, nous sommes reconnus pour la qualité de nos objectifs et de nos boîtiers intégralement fabriqués dans notre usine d'Aizu au Japon. Depuis 1961, nous proposons des produits innovants et ultra qualitatifs exclusivement liés à la photographie et à la vidéo. Nous pensons que tout moment choisi pour être photographié ou filmé est un moment spécial qui revêt une signification unique. Faire partie de ces moments, y apporter le meilleur de nous-mêmes est la mission la plus épanouissante que nous puissions imaginer. Découvrez nos produits et leur philosophie sur sigma-photo.fr. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le vidéaste Julien Migeot et Charles Lacombe de la boutique Objectif Bastille pour une grande discussion autour des optiques en vidéo. Cette discussion est donc en quelque sorte la partie 2 de notre émission consacrée au setup vidéo en mode run and gun que l'on a réalisé il y a quelques semaines. Après avoir parlé avec Romain Sarret des très nombreux accessoires à prendre en compte en vidéo, les rigs, les solutions de stockage, l'alimentation, les cheats, le son, la stabilisation, on s'intéresse aujourd'hui à l'univers des optiques vidéo. Alors bien entendu, avec un hybride, on peut faire de la vidéo avec littéralement n'importe quel objectif. On va retrouver des zooms, des focales fixes, des objectifs autofocus, des objectifs à mise au point manuelle. Cependant, en vidéo, les besoins et les attentes ne sont pas forcément les mêmes qu'en photo et les constructeurs ont décidé de s'adapter et dans certains cas, de décliner des gammes spécifiques d'objectifs pour faire de la vidéo. On écoute Fabrice Abuaf de Sony France nous parler de la manière dont Sony intègre les usages vidéo dans la conception et le développement de leurs objectifs. Alors c'est vrai que pour Sony, l'univers photo et vidéo sont deux univers qui sont complètement connectés, puisqu'on a aussi bien des caméras de la série FX, Venice et Burano et autres, FX9, qui sont en monturet, ou en tout cas voilà, qui peuvent accueillir des objectifs monturet, et puis on a toute la série Alpha, on connaît bien ZV maintenant, qui sont des appareils plutôt orientés photo ou vidéo ou vlog en monturet. Donc la direction de faire en sorte que tous les objectifs, on va dire récents, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille là-dessus, que les ingénieurs Sony travaillent dessus, puissent offrir une prestation, on va dire aussi bonne en vidéo qu'en photo, c'est vraiment la direction. Alors, comment on fait ça? C'est vrai que les attentes en vidéo sont beaucoup plus fortes qu'en photo. Un objectif en photo, on va dire qui tatillonne un peu sur l'autofocus du moment qu'au moment où on fait la photo, la mise au point est bonne au bon endroit, ça le fait. En revanche, pour la vidéo, comme on a une séquence à 25, 50, 100 images par seconde, on se doit d'avoir une mise au point absolument parfaite. C'est pour ça que les ingénieurs travaillent beaucoup, notamment la motorisation autofocus. Ce sont les moteurs linéaires XD, sont brevetés, qui permettent d'avoir justement des formules optiques beaucoup plus intéressantes couplées à ces moteurs-là pour arriver justement à satisfaire les vidéastes. Alors, les satisfaire sur quel point? Alors, déjà, d'avoir un suivi de la mise au point absolument smooth, c'est-à-dire délicat, en même temps plus ou moins rapide, et de pouvoir paramétrer ça sans aucun à-coup. Construire des formules optiques qui sont pas parafocales, parce que ça, c'est une technique plutôt des objectifs purement cinéma, mais qui permettent de conserver le point alors que l'on zoome, et de suivre le sujet alors que l'on zoome. Il n'y a pas de perte de point. L'autre chose, bien sûr, c'est pas de changement de cadre, de focale, lorsqu'on passe d'une mise au point premier plan, arrière-plan. On appelle le focus breathing. Donc ça, les ingénieurs conçoivent les formules optiques pour compenser au maximum optiquement
ce genre de défauts qui sont sur certaines optiques compensés à 95%, donc ce qui évite d'avoir beaucoup de travail en post-production. Bien sûr, le bruit généré par le moteur autofocus, c'est clair que les systèmes magnétiques linéaires comme on a breveté Sony, les moteurs XD ne font aucun bruit, donc pas de perturbation de la bande son. La bague de diaphragme que l'on peut décliquer aussi, par exemple, l'adéquation de la formule optique avec la stabilisation. Donc toutes ces choses-là, qui sont vraiment en fait des attentes pour ceux qui font de la captation cinéma et vidéo, sont depuis plusieurs années intégrées dans la construction des nouvelles formules optiques dans les objectifs Sony, que ça soit du G Master, du G, principalement dans notre gamme. Bon, ça fait toujours plaisir d'entendre Fabrice. Je crois, Benjamin, d'ailleurs, que c'est la première fois de cette saison 10 que l'on entend sa voix. Et là, il nous a fait une masterclass en 3 minutes où il aborde absolument tous les sujets que l'on va développer au cours de notre discussion. Julien, toi, tu travailles avec des objectifs Sigma que tu utilises en vidéo sur des hybrides Lumix, en monture L, donc. Initialement, ces objectifs ont été développés pour un usage photo. Est-ce que toi, quand tu les utilises en vidéo, tu as pu repérer des lacunes sur certains sujets où finalement ils sont totalement opérationnels en vidéo? En fait, ça dépend des objectifs. Déjà, là, ça a été abordé juste avant. Moi, un truc que j'adore sur les optiques, c'est de gérer le diaphragme directement sur l'objectif. Donc, avoir une bague, et ça, tous les objectifs photo ne l'ont pas. Donc, du coup, généralement, j'évite d'utiliser les objectifs qui n'ont pas cette bague de réglage d'ouverture. Chez Sigma, moi, je suis pas mal équipé dans la série I-Series et de la gamme Art aussi. Et du coup, la I-Series, donc, c'est des optiques très compactes et qui ont justement cette bague crantée que moi, j'aime beaucoup. La raison est simple, en fait, c'est qu'en vidéo, on a notre triangle d'exposition comme en photo. Et en fait, en vidéo, la vitesse d'obturation, on la règle par rapport à notre fréquence d'image. Donc, en gros, elle est fixe, sauf si on veut la bouger pour des choix artistiques. Donc, ça, c'est fixe. Les ISO sont fixes. Généralement, on se base sur l'ISO natif et on règle notre éclairage. Donc, en fait, le seul point du triangle sur lequel on joue, c'est l'ouverture. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien avoir une bague d'ouverture directement sur les optiques. Donc, aujourd'hui, on a des optiques photo qui ont cette bague d'ouverture. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus, en fait. Et là, j'ai gardé ma question pour maintenant, en fait, quand tu as parlé de ta préférence pour la mise au point manuelle. Mais sur ces optiques photo, justement, il y a aussi ce qu'on appelle la retouche manuelle du point. Donc, tu pourrais tout à fait filmer en AF et puis utiliser ces bagues qui sont d'ailleurs particulièrement bien réussies et onctueuses sur la série High Contemporary notamment, tout en métal là, hyper agréable à manipuler. Tu pourrais être en AF et basculer en retouche manuelle du point. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être. Mais à la limite, là, du coup, pour moi, l'AF, il doit être utilisé en version run and gun. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en tournage sécurité routière et c'était sur la prévention moto et je devais filmer, donc j'étais à l'arrière d'un camion, je devais filmer une moto qui suivait le camion. Là, je ne peux pas shooter en focus manuel, c'est impossible. Parce que je dois être réactif à mon cadre, je dois être réactif par rapport à beaucoup de choses et je ne peux pas en plus gérer mon focus manuel. Donc là, j'utilise l'AF. Et comme tu dis, utiliser l'AF avec la retouche de focus manuel, du coup, je reprends l'inconvénient du focus manuel où il faut que je sois concentré dessus. Et donc, c'est pour ça que je n'utilise pas ce genre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'utiliser, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas. C'est des technologies aussi qui sont intégrées dans les boîtiers maintenant, la reconnaissance des sujets, de plus en plus. Ouais, c'est ça. Exactement. Fabrice évoque ça dans son témoignage, l'importance de l'autofocus et puis avant tout de la motorisation autofocus qu'on va retrouver à l'intérieur de ces objectifs, dont le comportement doit peut-être être un peu différent en photo que en vidéo. Charles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on attend finalement d'une motorisation autofocus dans une optique pour faire de la vidéo? Pour moi, il faut toujours l'associer à la technologie intégrée dans le boîtier. On parle par exemple beaucoup d'IA aujourd'hui, qui est intégrée dans les boîtiers. Il y a des gros progrès sur l'anticipation du focus par rapport à un sujet en mouvement, etc. En photo, par exemple, aujourd'hui, vous prenez les derniers boîtiers, il est capable d'anticiper un mouvement d'un sportif qui va shooter dans un ballon. Qui va être capable d'anticiper la distance de mise au point par rapport au mouvement du sujet.
il y a quand même de fortes chances que les fabricants de caméras, demain, intègrent cette technologie-là pour des utilisations en run and gun et en utilisation vidéo. Donc, pour moi, c'est une question de temps et il faudra toujours associer la technologie intégrée dans les optiques à la technologie qu'il y a dans le boîtier. Si on veut l'utiliser en mode autofocus, en mode reportage, je parle. Après, on veut travailler en manuel, on a une conception artistique bien précise de ce qu'on veut faire, et ben on va travailler en manuel complet, quoi. Alors, tu parles de Canon, c'est intéressant, justement. Ils ont 3 motorisations autofocus qu'on va retrouver sur leur gamme d'optique. Ils ont l'USM, qu'on Mhm. connaît bien hein, de l'époque Un peu ancienne, ouais. Reflex. On a le STM pour les objectifs, on va dire, un peu entrée de gamme, grand public. Et on a cette motorisation VCM qu'on retrouve d'ailleurs sur les focales fixes f1.4 qu'ils ont sorti récemment et qui présentent comme des objectifs hybrides aussi bien pour un usage photo que vidéo. Est-ce qu'on retrouve ce même type de raisonnement et de technologie chez tous les acteurs du marché? Ou qui va sûrement arriver. Nikon, par exemple, aussi, a annoncé récemment un 28-135. On peut imaginer qu'il va développer, et le rachat de RED par Nikon, on peut forcément se dire qu'ils vont développer un max cette utilisation vidéo de leur optique et intégrer des technologies. Ça, après, on n'est pas dans les petits papiers. On va voir ce qu'ils vont nous sortir. Sûrement des choses très belles, mais ça viendra. Et aujourd'hui, même, on parlait des optiques STM en plutôt l'entrée de gamme là, chez Canon, qui est couramment utilisée pour une Bien sûr. utilisation vidéo. Hein. Après, c'est des formules optiques très compactes, très pratiques d'utilisation. Et puis, ça dépend toujours de la finalité de son projet. Si c'est une utilisation, on va dire, sans dénigrer, mais une utilisation web, on n'a pas forcément besoin de partir sur les optiques ciné avec un piqué de fou, sachant que l'image derrière est compressée au max, quoi. Il faut toujours associer, voir la finalité de son projet et investir dans le choix de ses optiques derrière, combien même elles offrent une définition de fou, une certaine polyvalence, etc. Je crois que tu voulais rebondir, Julien, sur les propos de Charles. Ouais, donc déjà, c'était hyper intéressant. J'aimerais rebondir au début, quand tu parlais d'IA et d'autofocus. Ouais. En effet, ce qui se fait en photo aujourd'hui, c'est hyper impressionnant. Et le vrai défi technique, en effet, c'est de faire ça en vidéo. Le seul souci, un des soucis, c'est qu'en fait, tout ça, ça demande beaucoup de puissance au niveau du processeur qui est dans les boîtiers. Et de batterie. Et de batterie, et de chauffe. Et du coup, tout ça, ça nous amène à des boîtiers qui chauffent lors d'un tournage. Moi, j'ai connu ça avec un collègue, et c'est en tant que professionnel inacceptable qu'un boîtier se coupe parce qu'il chauffe. Et tout ça veut dire que si on veut refroidir un boîtier, il faut un ventilateur, il faut que le boîtier soit du coup conséquent en termes de poids. On pense à la C170 par exemple de Canon qui est assez costaud pour de l'appareil ciné hybride, on va dire. Et tout ça, des fois, ça va à l'encontre de ce que les gens veulent aujourd'hui, d'avoir quelque chose de compact, quelque chose de facile à utiliser. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une histoire de compromis, quoi. Avoir un autofocus hyper performant en vidéo, ça va demander des sacrifices ailleurs, et il faut que les gens aussi soient prêts à ça. On peut pas, à mon sens, avoir un autofocus de fou en vidéo avec un boîtier compact. Pour moi, c'est pas possible parce qu'en effet, l'IA aujourd'hui a été rajoutée dans certains boîtiers. Ça marche assez bien, mais pour transférer ça en vidéo où on a, comme tu disais, 25 images secondes, 60, 120, etc. Et ben là, il faut que le processeur derrière il suive beaucoup. Il faut vraiment que ça soit costaud, et du coup, ça va chauffer et la batterie va se vider et on arrive à beaucoup d'autres problèmes en fait. Attends, je fais une courte parenthèse sur ce que tu viens de dire, et notamment par rapport à la surchauffe, parce que Arthur l'a dit, on a déjà consacré une émission très récemment au run and gun. Là, aujourd'hui, on parle des objectifs, donc c'est un petit peu des masterclass vidéo qu'on fait. Est-ce que cette problématique de la surchauffe, qui est effectivement juste inconcevable pour un professionnel, hein, j'imagine, est-ce que c'est une raison pour laquelle tu as pris un S5 II-X, par exemple, qui intègre ce système de ventilation? Exactement. En fait, il faut savoir que moi, j'ai des tournages, notamment l'été. Faut savoir que l'été, j'ai la chance de passer un mois en Corse où je travaille beaucoup avec des hôtels, etc. Et là, c'est des conditions où il fait 35 degrés dehors. C'est des tournages toute la journée, pardon. Et du coup, oui, je peux pas me permettre d'avoir un boîtier qui se coupe ou quoi que ce soit. Moi, l'anecdote tout à l'heure, c'est un collègue, il shootait sur un Canon R5.
et c'était en pleine prestation événementielle et c'était un festival en pleine journée et oui, il s'est coupé, il s'est mis en sécurité, quoi et Oh, là, c'est pas le R5, il avait, il y a quand même une petite histoire autour de cette problématique ah oui. Ouais, je t'avoue que de c'est- surchauffe. Un petit peu, C'est ouais. pas forcément une généralité Qu'ils ont corrigé par non la plus, suite. ouais. C'était Qu'ils ont c'était dans les corrigé, premiers temps, ouais. mais ils l'ont corrigé par la suite. C'est important de le rappeler. C'était surtout en 8K au début. Après, bon, ils l'ont corrigé dans un second temps, mais c'est vrai que le mal a été fait, entre guillemets. Bah, Ouais. c'est tout ça pour dire que un boîtier, ça chauffe. Ça chauffe parce qu'on lui demande beaucoup de choses. Donc, il faut trouver le bon compromis. Là, tu parles de résolution, parler de 8K. Aujourd'hui, personnellement, j'ai aucun client qui veut que je lui rende son projet en 8K. Hein. Aucun. Par contre, ça permet de... Moi, je suis en 6K pour recadrer, pour quoi que ce soit, mais aujourd'hui, il faut pas, pour moi, hein, personnellement, les constructeurs, faut pas aller à la surenchère de dire, moi, je filme en 8K, moi, je fais en 12K, je fais du 240 images secondes, parce que les boîtiers derrière, faut vraiment qu'ils suivent, quoi. Et c'est un boîtier photo qui chauffe. Vous prenez une caméra, ça surchauffe pas. Ouais, Voilà, exactement. il faut savoir ce qu'on achète. Exactement. On prend un Alpha 7 IV de chez Sony, c'est un boîtier photo. Bah oui, il va surchauffer. Il va être très bien pour les petites séquences, mais ça va surchauffer. Vous prenez une FX3, ça surchauffe pas. Et attention, là, on parle des boîtiers qui chauffent. Pour clore cette petite digression, mais je pense qu'il intéressera nos auditeurs qui s'intéressent à la vidéo. On parle des boîtiers qui chauffent, il faut parler des cartes CF Express notamment qui chauffent. C'est ça aussi, hein, Exact. qui nécessite de dissiper la chaleur interne dans les boîtiers. Exactement. Et en effet, les boîtiers cinéma ne chauffent pas. Le souci aujourd'hui, la réalité du marché vidéo aujourd'hui, c'est que la plupart filment avec des hybrides ou filment ou prennent des photos parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, les clients, dans une même journée de tournage, peuvent demander de la vidéo, de la photo. Et c'est pour ça que l'hybride est pratique pour ça, avec l'inconvénient dont on vient de parler, la surchauffe. Mais c'est vrai qu'une FX3, ça ne chauffe pas Ni une parce que FX2. parce que c'est prévu Et pour. une FX2 qui fera autant de la photo que de la vidéo avec un système de ventilation. Bon, c'est pas le sujet. On fait pas une émission. On fait pas une émission sur la Quand chauffe. Sony me prêtera une FX2, je testerai et je dirai bien. Ou tu peux l'acheter si tu veux. Bah non, j'ai déjà acheté un EC4 Bon. et je l'ai revendu, donc tant. En tout cas, c'est sûr que sur la partie autofocus, c'est peut-être l'un des aspects sur lequel il peut y avoir encore beaucoup d'évolution en vidéo dans les années à venir. Et je voulais juste rappeler que Tamron avait une approche qui n'était pas inintéressante sur ce sujet, car sur certains de ses objectifs, via une application dédiée qui s'appelle Tamron Lens Utility, on peut programmer finalement le comportement autofocus de son objectif avec un AB focus, et on a la possibilité de paramétrer la vitesse de bascule entre le point A et le point B. Bon, ça reste très niche pour le moment, mais c'est des choses qui peuvent prendre du sens et être amenées à se développer par la suite. Deuxième sujet, cette histoire de focus breathing. C'est donc le changement intempestif de focale en fonction de la distance de mise au point. Julien, est-ce qu'on est là sur du pinaillage ou est-ce que c'est un réel sujet ? On est sur les deux, en fait, Arthur. On est sur les deux. Aujourd'hui, comme ça a été dit dans une capsule juste avant, il y a des boîtiers, notamment chez Sony, qui permettent de compenser ce focus breathing avec un petit crop. Et c'est bien, c'est une bonne chose parce qu'en effet, parfois, ça peut être handicapant. Par contre, comme toute contrainte, le focus briefing, parfois, il sert à raconter aussi. Je reviens toujours à la même chose, ça permet de participer à l'histoire, pardon. Par exemple, pour monter une scène, on parlait des films un peu Survivor Horror, genre 28 jours plus tard et tout ça. Des fois, ça permet d'accentuer le malaise, d'accentuer tout ça. A contrario, j'ai vu il y a quelques temps avec mes enfants sur Disney+, le film Aladdin, donc film tiré du dessin animé, du film d'animation. Et par moment, il y a une scène où il y a un gros problème de focus breathing, et moi, ça m'a complètement sorti du truc. Et c'est là où je suis très chiant avec ma famille, c'est que je mets le peut-être film un en peu pause en déformé disant- aussi là-dessus. Ouais. hein. Moi, je mets le film en pause, je dis « Oh, vous avez vu là quand même ?» C'est honteux, donc c'est peut-être moi qui pinaille parce que c'est mon œil de vidéaste et tout ça. Petite pensée à Mais- tes enfants. Ouais, mais des fois, tu vois, je leur fais leur culture aussi de cinéma. Mais des fois, Vaut oui, mieux voir l'Aladin Disney que celui avec Will Smith. Mais Ouais, bon, ça sera plus intéressant. Mais ouais, des fois, moi, personnellement, ça me sort du truc parce que j'ai une sensibilité à ça de par mon métier. Est-ce que pour un utilisateur
plus lambda, entre guillemets, ça va vraiment être un problème? Je suis pas sûr. Bah, si tu souhaites faire le truc le plus léché possible, même en tant qu'amateur, et que tu te rends compte à l'image que tu as ce phénomène qui se produit, qui est quand même vachement gênant, sur Ouais, un même cadre, sur une transition de mise au point, se rendre compte que la focale va légèrement se modifier, c'est quand même vachement embêtant, hein. c'est Alors vrai. que, par contre, si tu pars sur un postulat de faire quelque chose à la Blair Witch, comme on l'a dit, ou 28 jours plus tard, c'est totalement différent, mais qui peut le plus, peut le moins, quand même. Pour moi, il faut que les constructeurs le limitent au maximum, mais je suis pas sûr qu'une course à l'éliminer complètement, parce que une optique, quand tu la construis, c'est pareil, c'est une histoire de compromis. Si tu commences à mettre, si tu mets une stabilisation dans une optique, ton optique elle est grosse, elle est lourde. Si tu commences à, après je m'y connais pas non plus de la point de vue hyper technique sur le verre, mais à chaque fois que tu veux régler un problème, tu as t'as un autre problème qui se rajoute, quoi. Si tu veux vraiment éliminer le focus breathing, je pense que tu as d'autres contraintes qui peuvent arriver. Donc le limiter, c'est ce que fait aujourd'hui les optiques, hein. Les optiques modernes, aujourd'hui, le focus breathing est très, très limité comparé à Mmh. avant. Ça, il y a, Mmh. y a- y a pas photo du tout. Mmh. Moi, personnellement, il me choque pas plus que ça. Et puis, il y a des petites astuces pour s'en débarrasser, pour régler ça en post-prod, ou certains boîtiers Sony, quand ils sont montés avec certaines optiques Sony, le fait directement depuis le boîtier Ouais, c'est avec ça. un petit crop. C'est ça, parce que Charles, il y a deux manières de voir les choses vis-à-vis de ce focus brushing. On peut traiter le problème à la racine, entre guillemets, sur la conception même de l'objectif, et on peut traiter le problème de manière numérique, moyennant, j'imagine, un léger compromis au niveau d'un micro recadrage. Est-ce que les clients que tu rencontres à Objectif Bastille sont particulièrement sensibles à cette notion-là ou pas? Ils peuvent être sensibles, mais après, il y a une histoire d'ergonomie, de prise en main, et la finalité de son projet. Ça dépend un petit peu comment il veut travailler, son budget aussi. Avoir une optique qui intègre une compensation du focus breathing, bah, c'est pas le même budget qu'une optique plus standard. Et puis, la personne a tout autant le droit de créer aussi son projet personnel. Donc, soit il le prend en compte et ce sera de la post-prod, et il le prendra en compte au moment où il filme. Et sinon, c'est vrai que sur les optiques plutôt haut de gamme qui intègrent des compensations optiquement du focus breathing, là, il y a un vrai gain technique et qui est associé souvent aussi à une qualité d'image, un piqué qui est plus intéressant. Et voilà. Après, le focus breathing, toujours, il faut toujours voir le couple boîtier plus optique, hein. C'est comme on disait, les boîtiers intègrent aussi des compensations en interne de cet effet-là. Et ça va être à l'utilisateur, en connaissant bien le boîtier qu'il a acheté, les caractéristiques techniques qu'il a pour compenser ça s'il le souhaite vraiment au moment de son tournage. Nous, on en parle de plus en plus, hein, du focus breathing assez micro, mais est-ce que toi, Charles, c'est un retour que tu as régulièrement de la part des utilisateurs ou une demande que tu as de tes clients? C'est une demande où ils peuvent nous demander quelle optique le fait le moins, parce qu'il y a certaines optiques qui vont le faire plus que d'autres, mais après, c'est l'utilisateur a intégré aussi la possibilité de le gérer en post-prod beaucoup. Donc, il le prendra en compte, il fera ses essais et il anticipera sa façon de tourner en intégrant la post-production. Mmh. Alors, on change de sujet, je reste avec toi, Charles, et je reviens 2 secondes sur cette histoire de bague de diaphragme manuelle qu'on retrouve sur certains objectifs, pas tous. Pour un usage photo, généralement, cette bague est crantée ou un tiers d'IL, pour être très précis. Et si ma mémoire est bonne, c'est Zeiss qui, sur certains modèles en monture Sony E, il y a une bonne dizaine d'années, Ouais. a proposé cette option de décliquer cette bague de diaphragme pour la rendre fluide, pour la rendre continue, Mhm. comme sur une optique cinéma, comme sur une optique vidéo. Dans quel cas on peut avoir besoin de faire une bascule de diaph comme ça en cours d'une séquence? Eh ben, ça va dépendre de rendu visuel que la personne veut vraiment. Non, mais voilà, il y a avec l'utilisation maintenant des boîtiers pour grand capteur, profondeur de champ, c'est devenu un axe de créativité très important pour tout le monde. Aujourd'hui, une personne qui travaille avec un caméscope d'un tiers de pouce où tout est net, Il n'y a pas débat. il n'y a pas débat, quoi. Les gens n'en veulent plus. Et c'est là-dessus, du coup, le travail du diaph en continu au moment du tournage, bah, ça permet d'avoir des effets. Si la personne
a une approche vraiment cinématographique de son projet. Dans des conditions de reportage run and gun assez classiques ou d'utilisation, on va dire, purement commerciale, on va dire, du quotidien, la bague de diaph, il va pas forcément beaucoup l'utiliser, le fait que ce soit décliqué ou pas. Il va travailler en mode automatique, c'est le boîtier qui va le gérer, ou il va rester sur un diaph fixe pour avoir son arrière-plan fou. Et c'est vrai ça, parce qu'on peut se dire aussi qu'en mode run and gun, si on utilise un petit micro directionnel ou mini-directionnel directement sur le boîtier, si on la laisse cranter, la bague de diaph, et qu'on utilise, ça va générer du bruit. Donc c'est quand même pas mal, non, de pouvoir la Le fait que décranter. ce soit déclippage, oui, c'est sûr. Ouais. Ça nécessite... De plus en plus d'opérateurs, ils se retrouvent tout seuls maintenant derrière la caméra. Donc, ils peuvent pas non plus tout gérer, l'audio, C'est ça. l'optique, etc. Donc, il doit est amené à faire confiance aussi un peu à son boîtier ou à définir des limites en disant je travaillerai toujours à 2.8 ou à 1.4 pour ce plan séquence-là. Voilà, ça va être plus à ce niveau-là. C'est vraiment une approche créative, en fait, le fait qu'on puisse décliquer la bague de diaph. C'est la personne a un effet visuel qu'il veut faire avec cette utilisation. Julien, chez Sigma, sur la gamme e-Contemporary que tu utilises, on retrouve des bagues de réglage, hein, toujours dans cette thématique-là, de mise au point et d'ouverture qui sont crantées. Alors, au-delà du look particulièrement appréciable et apprécié de ce type de conception, ça améliore naturellement la prise en main pour la manipulation de ces bagues et puis surtout, ça ouvre la porte à l'accessoirisation et au déport de commandes. Est-ce que toi, tu utilises cette option-là sur ces objectifs-là? Oui, je l'utilise pas mal. J'utilise pas mal de follow focus sur certains projets. Après, il faut savoir que la bague crantée, elle apporte aussi vraiment, d'un point de vue ergonomie, la prise en main est vraiment meilleure. Enfin, on sent vraiment, je sais pas comment expliquer, mais on sent vraiment dans les mains le réglage qu'on est en train de faire, quoi. Donc, c'est pas que esthétique, même si, petite parenthèse, esthétique, ça peut compter énormément par rapport au client. L'exemple parfait, c'est la Matbox. Vous pointez avec une Matbox chez un client, et ben, il va vous prendre plus au sérieux que si vous pointez juste avec votre objectif et votre hybride qui est pas très gros et voilà. Rappelle peut-être juste ce que c'est une Matbox, parce que je pense qu'il y a des gens qui nous Pardon. écoutent, ils savent pas du tout ce que c'est. Nous, on va parler de filtres, tu vois, Oui, régulièrement voilà. en photo. Donc c'est une Matbox, c'est une sorte de gros porte-filtre qu'on met au bout de son objectif avec un drapeau, je sais pas comment on dit ça, Un une flag. plaque, un flag, oui, voilà, un flag qui permet de réduire la lumière qui tape sur le haut de l'objectif et tout ça. Donc c'est quelque chose qui grossit l'équipement. Et le look, c'est un peu le look. Donc on revient au bac cranté. Le look, ça a son importance des fois par rapport à certains clients. Et des fois, il faut soigner son look quand même. Et les bagues crantées, en effet, ça fait tout de suite cinéma, ça fait tout de suite plus pro. Donc ça, c'est pour l'aspect du client. Après, pour moi, en effet, c'est pratique pour le follow focus, ça c'est évident. Pour moi, c'est plus facile à ajuster le réglage. Pour revenir à la discussion tout à l'heure entre cranté ou entre une bague qu'on déclique ou pas, une bague de diaphragme, moi, quand je suis en run and gun, j'ai tendance à la décliquer. Par exemple, si je suis sur un gimbal, que je dois faire un plan d'une personne qui est à l'extérieur d'un bâtiment et après on rentre dans un bâtiment, où là j'ai une exposition qui change complètement, et ben je vais utiliser une sorte de focus moteur directement sur la bague de diaphragme pour varier ce diaphragme. Et du coup là, le fait que ça soit lisse, que ça soit continu, bah, ça fait quelque chose de très smooth, de très doux. À, à l'opposé de ça, bah, je suis quasiment tout le temps cranté parce que je sais que j'ai fixé ma valeur, elle bouge pas parce que c'est assez rare de changer sa valeur lors d'un tournage, lors d'une interview par exemple que je filme beaucoup. On reste en cranté. Bon. Et il faut savoir que aussi, je voulais dire un dernier petit truc, sur les optiques photo qui n'ont pas ces bagues de crantage, on peut rajouter des petites bagues comme ça, des trucs Small Rig ou Tilta fait ça, pour ajouter justement ces petits crans pour adapter des follow focus dessus. Donc on peut, avec une objectif photo basique, entre guillemets, rajouter ce système de crantage de manière artificielle. C'est pas aussi bien et aussi précis que sur une optique Que si c'est d'origine, ouais. Ouais, que d'origine, quoi. Et ça ne le permet pas tout le temps, parce que les optiques sont de plus en plus petites et les bagues de mise au point sont de Ouais. moins en moins larges. Donc, Ouais. le fait que ce soit intégré directement par le constructeur, ça offre une vraie souplesse d'utilisation pour l'utilisateur.
Et pour revenir sur les follow focus, parce que du coup on aborde ce thème-là, de plus en plus, il y a la technologie du lidar aussi, qui est intégrée C'est qu'on dans peut motoriser en fait tout et ça. qui offre une vraie facilité d'utilisation pour tout le monde. Comme je vous disais tout à l'heure, on se retrouve tout seul maintenant à tourner. Donc on peut pas tout gérer les paramètres en même temps, pas se péter la gueule parce qu'il y a une marche et Combien, continuer à tourner. Hein. combien il faut prévoir en budget pour pouvoir motoriser une bague de mise au point déportée ou même, pourquoi pas, motoriser une bague de diaph? Dans Il y a des les... petits kits maintenant, quoi, Ouais, chez vous Tilta, chez avez... DJI, quoi. C'est ça, vous avez Tilta qui propose des follow focus, le Nano, il y a la version M2 qui viennent d'annoncer récemment à Vegas, et DJI intègre les systèmes Ligar, les Focus Pro, qui ont on va dire, c'est peut-être péjoratif de dire un succès commercial, mais il y a une vraie attente par le consommateur de cette technologie en intégrant le LiDAR pour un suivi de sujet avec des optiques ciné qui n'intègrent pas forcément un moteur autofocus et une qualité d'utilisation, enfin, un rendu, on va dire, esthétique de l'image lié à des optiques ciné comme Sigma qui va les annoncer. Et il y a quand même un truc autour du follow focus, j'ai du mal à comprendre, c'est que je vois tout à fait l'intérêt, mais on parle de plus en plus de miniaturisation, de systèmes plus compacts pour évoluer notamment en mode run and gun. Donc pourquoi rester sur le follow focus alors que finalement les outils sont de plus en plus élaborés et à même de procurer un confort d'usage sans? En fait, le follow focus, il permet de. Moi, j'utilise déjà que du follow focus manuel parce que quand on est sur un tournage, surtout quand on est tout seul, on va essayer qu'il y ait de moins de galères possible. Et quelque chose qui marche sur une batterie, quelque chose qui est électronique, c'est potentiellement une galère supplémentaire. Donc, tout ce qui est chez Tilta, la série Nano et tout ça, c'est très bien. Personnellement, moi, j'ai pas envie d'investir là-dedans où je me dis ça peut être une source de soucis par rapport à la batterie, par rapport à tout ça. Quand on est tout seul sur un tournage, il y a 20 millions de choses à penser. Si je peux m'enlever un truc, je suis content, quoi. Si je peux m'enlever un truc à penser, à un souci qui peut arriver, ça me va très bien. Donc moi, je suis plutôt de la team des focus manuels. L'intérêt du focus manuel, c'est qu'on peut mettre des petits réglages dessus pour régler un plan A, un point B pour ton focus. Donc ça, c'est pas mal. Et le follow focus permet vraiment une ergonomie plus précise que de tourner la bague. En fait, quand tu tournes la bague de focus sur ton objectif, en fait, tu peux bouger l'objectif. Donc, tu peux avoir des petits tremblements à l'image qui sont franchement pas très agréables. Avec le follow focus, pardon, c'est beaucoup plus smooth. Et pour moi, c'est idéal. Je n'utilise pas sur tous mes tournages, mais pour moi, ça reste un outil bien pratique. Bon, ensuite, finalement, dans le choix de son ou de ses objectifs en vidéo, il y a la notion de gabarit qui peut être très importante en fonction des situations de tournage, et notamment si on fait le choix de travailler avec des focales fixes, des petites séries, des petites valises, comme on aime bien le dire en vidéo. Charles, avoir des optiques qui soient ergonomiquement cohérentes les unes avec les autres, ça sert à quoi? Ça sert à beaucoup de choses. Bah, regardez la dernière série des Cook, les SP3. Bon, c'est l'optique, on veut un rendu cinéma, c'est l'optique parfaite quand on veut l'intégrer sur un gimbal. On va pas intégrer une énorme optique Sigma dessus pour travailler sur un gimbal, c'est la personne va le porter. Et l'exemple le plus flagrant qu'on peut avoir là-dessus, c'est l'utilisation des SP3 sur un Ronin 4D. Un Ronin 4D, vous prenez un Ronin 4D qui a 8K ou 4K, qui a été utilisé dans la dernière série sur Netflix, Adolescence, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Tourné Ouais. entièrement en plan séquence, on en a parlé. Et voilà, ça passe au ciné. Donc, il y a aussi l'environnement qui va autour de l'optique. C'est aujourd'hui avoir une énorme optique pour faire style je suis pro, c'est presque du dépassé. Ils intègrent vraiment des qualités d'image maintenant dans des petites optiques, adaptées à la caméra et à l'utilisation, qui offrent un vrai gain au niveau esthétique et au niveau utilisation. Enfin, là, vraiment, les SP3, moi j'ai été bluffé par le rendu et la façon de tourner dans cette série. C'était intéressant, c'était nouveau, c'était novateur et c'était un vrai choix artistique de
toujours resté au 32 mm pendant toute la saison, quoi. Il y a, et il a beaucoup travaillé en amont, je pense, hein, ses plans séquences, etc. hein. Il s'est pas lancé comme ça de but en blanc, sans préparer tout son tournage. Ah non, ça a été des semaines de répétition Bah voilà. pour les acteurs. Il y a un super making-of sur YouTube qui montre tout ça. Et surtout, tu parles du Ronin cadet, enfin, la manière dont à un moment, c'est la fin du second épisode où ils accrochent le Ronin sur le Sur drone la pour voiture. finir Oui, et le rattraper. Parce que le plan ne finit pas sur un plan aérien, mais revient au sol et il le rattrape. tout à fait, ouais. C'est merveilleux, quoi. Bah, voilà, en gros, il y a aussi, c'est au concepteur des optiques qui va concevoir une optique associée à une caméra et à une utilisation. Et le SP3 va pas convenir à une autre utilisation, peut-être sur une Harry ou je sais pas quoi, vous voyez. Et puis il y a un rendu après de l'image. Là, c'est purement personnel. Il y en a qui vont adorer les images rendues par du DZO, et d'autres qui vont préférer du Sigma, et d'autres qui vont préférer du Cook. Ça reste perso après, hein. Chacun a ses goûts. Alors, il y a certains constructeurs aussi qui commencent à développer des objectifs autofocus, naturellement, mais désormais motorisés. En ce qui concerne les zooms, on retrouve des séries PZ chez Canon, chez Sony, chez Nikon, chez Fujifilm. Et chez Canon, ils ont même un truc encore plus à part, c'est qu'ils ont des zooms motorisables via un accessoire à acheter en plus et à venir fixer le moteur, quoi, à venir fixer directement sur l'objectif. À quoi ça sert, Charles, ce genre de fonctionnalité? Qui sont les clients de ces zooms motorisés? Ça va toucher des gens qui cherchent aussi une optique qui est très polyvalente. Comme on disait tout à l'heure, il y en a qui vont vouloir travailler en manuel tout le temps. Et ben, ils vont acheter un follow focus manuel et vouloir travailler que comme ça. Et pour d'autres cas d'utilisation, ils vont avoir besoin d'être très réactifs, d'avoir une utilisation plus adaptée à leur environnement de tournage. Et là, le fait d'avoir un zoom, un power zoom ou de travailler la mise au point en mode un peu automatique, ça va vraiment être un gain technique pour l'utilisateur. Sur les optiques, après, c'est vraiment adapter l'achat de son optique en fonction de son utilisation. Et aujourd'hui, on ne peut pas forcément s'acheter juste une optique pour du cinéma qui vaut, je peux te dire une bêtise, 6 000 € pour le fun et l'utiliser 2 fois l'an et la laisser en expo sur son étagère, quoi. On a besoin de l'utiliser pour plein de choses différentes. Alors, si on sort un peu de ces grandes marques et du coup de ces objectifs hybrides dans la conception, aussi bien pour la photo et la vidéo dont on parle en grande partie depuis tout à l'heure, si on passe en vidéo, bah, on peut avoir accès à des choses un peu hors concours, à des objectifs un peu spéciaux qui permettent d'obtenir des effets bien précis et une famille d'objectifs est très à la mode, on l'a déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est les objectifs anamorphiques qui se démocratisent de plus en plus, qu'on va retrouver par exemple chez des constructeurs tierces chinois comme Sirui ou Laowa. On a même des modèles maintenant chez Sirui qui sont pourvus d'autofocus. Bon Julien, je te donne la parole un peu sur cette hype de l'anamorphique. Bah, comme tu le dis, c'est une hype. Et comme l'a encore rappelé Charles tout à l'heure, faut que ça serve l'histoire. C'est vrai que, comme on l'a dit, aujourd'hui, c'est beaucoup plus abordable qu'avant, ce type d'optique. Mais il faut, tout comme les optiques ciné, il faut que l'achat soit justifié et pas que ça soit une optique qui va encore rester traîner dans notre placard pendant 2 mois parce que finalement, on s'en sert pas tant que ça, parce que finalement, c'est pas utilisable pour tout. Après, il faut savoir aussi que des optiques Sirui qui sont quand même très, très abordables. Moi, j'en ai une, j'ai une Nightwalker là, qui est un 16 mm T1.2 en Ah oui, mais APS-C. ça, c'est pas anamorphique, ça. C'est pas anamorphique, mais la construction fait construction ciné. Et j'avais hésité entre ça, parce que je voulais ce genre d'optique un peu compacte pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et j'avais hésité avec les mêmes modèles façon anamorphique. Et personnellement, sur ce que j'ai essayé, j'ai trouvé que les flares étaient mal maîtrisés. J'ai trouvé que c'était pas... en tout cas, que moi, ça me convenait pas. Et
aussi, c'est une optique où, du coup, une optique à arme fixe, c'est ces fameux flares horizontaux, façon Didier Abrams ou autre. Le En fait, rayon bleu. Ouais, Eric coloré aussi. ouais, donc Attends, il y a les maintenant, on flares peut bleus, avoir des neutres. naturels. Maintenant, on peut avoir des marrons, des jaunes ou des bleus. On peut choisir l'optique pour ces flares-là. Le problème, c'est que du coup, le flare, tu l'as tout le temps. Et du coup, alors c'est sympa la nuit, des feux de voiture, quoi que ce soit, c'est du cliché ou des néons d'un bar et tout ça, ça fait un peu stylisé. Encore une fois, il faut que ça raconte l'histoire, il faut que ça participe à l'histoire. Mais vous filmez un plan en plein jour, un mariage, quoi que ce soit, il y a du soleil derrière et vous avez votre flair qui traverse complètement l'image et sur lequel vous n'avez aucune maîtrise. C'est-à-dire qu'en post-prod, votre flair, on peut rien en faire. Ouais. Moi, je suis dubitatif là-dessus. Encore une fois, c'est un avis personnel. Mais, c'est bien que quelque chose soit à la mode. C'est très, très bien. Ça t'est arrivé de rajouter du flair en post-prod? En post-prod, ça m'est arrivé pour un projet, ouais. Ça Ouais. m'est arrivé pour un projet. Et au niveau du rendu, t'en étais satisfait? Ça connaît ton utilisation ou Alors là, tu touches la plus grande question d'un vidéaste par rapport à son client. En tant que vidéaste, je n'étais pas satisfait. Le client, lui, il était fou. C'est le principal, hein? Donc voilà, moi je suis du genre à jamais être satisfait de ce que je rends, et des clients à chaque fois ils sont hyper contents et tout. Je dis bon bah tant mieux, c'est cool. Mais en fait en post-prod on peut faire des choses aujourd'hui qui sont ok, d'un point de vue vidéaste, Et ça qui remplaceront jamais, et en ça tout va cas. énormément progresser, je pense, hein, dans les prochaines années. Ouais, sans doute, sans doute. Sûr. Mais des trucs pas franchement. En fait, on touche un truc qui touche à la sensibilité du vidéaste et de l'opérateur, en fait. Sur le rendu qu'on va avoir, sur le caractère qu'on va avoir à l'image. Et c'est quelque chose de très difficile à décrire, mais c'est quelque chose que certaines optiques arrivent à apporter, qui correspond à son ressenti propre, quoi. Et ce qu'on peut rajouter en post-prod, généralement, ça n'arrive pas à le faire. Du moins pour l'instant, ou du moins ce que j'ai, moi, pu essayer. Mais voilà. Désolé, je suis long. Non, mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est passionnant votre échange là avec Charles. C'est qu'il y a des optiques quand même qui permettent de se passer de la post-production ou de réaliser des choses qu'on n'imagine même pas en post-prod. Je pense à d'autres optiques de ces constructeurs qu'a cité Arthur, notamment Laowa, qui propose le Probe, qui est une optique absolument dingue, étanche, qui ressemble plus à un micro d'espion qu'à une optique d'ailleurs. Et je repense à un compère réalisateur qui avait réussi à faire un plan à l'intérieur d'un orgue comme ça, en ressortant, et pour avoir l'ensemble derrière. Enfin, c'est absolument génial, quoi. Ou en macro, on peut s'éclater avec ce truc-là, puisqu'on peut le mettre dans des verres d'eau, dans plein de trucs. Et ça révolutionne quand même. Enfin, ça offre de nouvelles perspectives de prise de vue qu'on va pas pouvoir obtenir en post-production, quoi. Exactement. Après, on reste sur des optiques très spécifiques, et en fait, ton verre d'eau, tu vas pas le filmer tous les jours, parce que sinon c'est un peu redondant. C'est comme le fisheye en photo. C'est comme le fisheye en photo. Faut pas en abuser non plus. Faut que ça serve d'histoire. Avec modération. Exactement. Mais encore une fois, on arrive au problème de acheter une optique. Le Probe, il doit être à peu près à 2000 € de mémoire. Acheter une optique à ce prix-là pour qu'elle serve une fois dans l'année ou deux fois. Moi, j'ai plus l'impression que c'est des vidéos c'est des optiques qui servent surtout à des mecs qui font des vidéos YouTube quand le produit se lance, où ils font un plan avec le livre où on voit la police de caractère très proche et tout ça, ou qui balancent des cornflakes et puis ils reculent ça. Donc des plans très stylés, hein. Mais dans la réalité du marché, ça correspond pas à tout le monde. Ah, mais t'as raison de rappeler ça. Mais ça existe, et c'est très bien que ça existe. Bon, et de toute façon, dès qu'on s'ouvre, entre guillemets, à ces constructeurs tierces chinois, au-delà de ces optiques un peu exotiques dont on vient de parler, on va avoir accès à des séries de focales fixes, en mise au point manuelle, mais très lumineuses, carrossées pour de la vidéo. Alors on peut citer plein de constructeurs, Sirui, Laowa dont on a parlé, Seven Artisan, TT Artisan. Tous ces constructeurs ont des gammes d'optiques vidéo, et pour certains d'entre eux, même ciné, parce qu'il y a aussi des optiques cinéma qui respectent un cahier des charges qui est très précis et qui, pour certaines, sont aussi proposées dans des montures hybrides, comme par exemple Sony E. On vous propose d'écouter Foucault Prové de Sigma France nous parler de leur gamme d'objectifs cinéma. La genèse de Sigma et
du cinéma, ça vient d'un conseil en fait qui a été donné à notre président il y a une dizaine d'années maintenant. Une fois qu'on avait un certain nombre de focales fixes de la ligne art qui était sortie en ouverture 1.4, il lui a été conseillé de s'orienter vers ce marché parce qu'en fait ces optiques correspondaient tout à fait à ce que les cinéastes pouvaient attendre, c'est-à-dire des optiques extrêmement performantes, très lumineuses et également relativement compactes pour ce qui s'agit du domaine du cinéma. Et donc, suite à ces conseils, il a réalisé 2-3 études de faisabilité avec ses ingénieurs, bien sûr questionner un petit peu les utilisateurs et les cinéastes. Et c'est en 2017 que nous avons annoncé les premières focales fixes pour le cinéma. Ces optiques cinéma, c'est donc bien des optiques photo art qui ont été, comme on dit dans le milieu, recarrossées. Ce que je sais, alors je suis pas ingénieur optique ni ingénieur mécanicien, mais ce que je sais, c'est que les blocs de diaphragme sont tout à fait différents, puisque les blocs de diaphragme des optiques art sont conçus pour une utilisation automatique et très rapide. Dans le cinéma, on utilise une bague manuelle pour ouvrir et fermer l'iris, comme on l'appelle. Donc à ce niveau-là, il y a eu du travail de fait. Et ensuite, bien entendu, la course de mise au point n'est pas du tout la même. Et d'après ce que m'ont dit les ingénieurs, on a une mise au point non seulement plus longue, plus douce, et ça apporte un côté un petit peu plus doux sur les teintes de peau, ce qu'on appelle les carnations, notamment à courte distance, ce qui intéresse beaucoup les cinéastes. Les premières optiques qui ont été annoncées en 2017, il s'agissait des 18-35 et 50-100, les zooms APS-C, qu'on appelle Super 35 dans le milieu du cinéma. Là, il n'y a pas eu de travail spécifique sur les coatings. Les High Speed Prime, c'est également l'ensemble de la gamme de la ligne art des focales fixes qui ouvrent à 1.8 pour les extrêmes et à 1.4 pour toutes les autres. Et ensuite, suite à une demande du milieu du cinéma, nos ingénieurs, et notamment une ingénieure, a travaillé pendant 1 an et demi à refaire tous les traitements de surface, donc 2 traitements de surface par élément, c'est-à-dire entre 12 et 19 selon les objectifs, pour sortir la ligne qu'on a appelée classique, qui ouvre à T2.5 et non pas à T1.5, puisque la transmittance est altérée par ces coatings, la lumière se perd un petit peu dans l'objectif, ça engendre des flares assez importants, une perte de contraste, mais par contre, on garde une très très haute résolution de 8K. Et donc, comme vous le savez, nous venons d'annoncer 2 types d'objectifs cinéma. Donc, nous avons une ligne plus haut de gamme que celle qui était sortie précédemment, qui s'appelle les ISO Prime. Une ligne annoncée de 12 objectifs, 8 disponibles assez rapidement, 4 un petit peu plus tard, tout s'ouvrant à T1.3. On pourrait convertir ça en du f1.2, mais on ne le saura jamais puisque ces optiques ne sortiront pas en version photo, elles ne sortiront qu'en version cinéma. Et nous avons également choisi de nous orienter vers un marché plus moins professionnel du cinéma, on va dire, avec des objectifs autofocus ciné. Là, il y a une très forte demande au niveau des maisons de production, des opérateurs indépendants. Il s'agit donc du 28-45 T2, qui est une évolution du 28-45 f1.8 que nous avons annoncé l'année dernière. On trouve à l'intérieur des moteurs autofocus, mais également la possibilité, avec des butées franches, de l'utiliser avec des follow focus, motorisés ou non. Et nous avons également annoncé le 28-105 T3, qui est la version ciné autofocus du 28-105 f2.8 que nous avons annoncé cette année. Bon, alors évidemment, ces optiques cinéma, que ce soit les modèles Sigma ou des optiques d'autres constructeurs, c'est des choses un peu spécifiques qui font un peu rêver, qui peuvent faire peur aussi pour de nombreux vidéastes. Toi, Julien, tu as déjà eu l'occasion de mettre la main sur l'une de ces optiques et de l'essayer. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça m'est arrivé une fois, oui. Et en fait, moi, je suis tombé sous le charme du caractère de l'image et de l'ergonomie en tant que moi, je fais beaucoup de corporate, donc beaucoup avec les entreprises, et il y a 2 tiers de mon travail qui concerne des interviews à peu près. Donc pour l'interview et tout ça, moi, j'adore ce genre de choses, que ça a un vrai caractère. Après, c'est assez conséquent, c'est assez lourd,
ça a ses inconvénients aussi, mais c'est des optiques où oui, si on peut en avoir, pour moi, c'est excellent, quoi. C'est génial d'avoir ça dans sa panoplie, d'optiques, quoi. Après, c'est pas fait pour tout non plus. Et encore une fois, tout ce que je dis depuis le début, depuis qu'on discute ensemble, c'est de mon point de vue de vidéaste corporate. Si on demande son avis à quelqu'un qui fait de la fiction, peut-être qu'il aura des choses différentes aussi, des points de vue différents. Je dis pas que je donne la sainte parole, c'est juste mon ressenti personnel. Mais oui, c'est des optiques qui sont hyper intéressantes et il y a notamment, je pense, un vidéaste qui travaille aussi avec Sigma que je connais, qui utilise plus régulièrement les optiques ciné. Et c'est vrai que ça donne un caractère qui est à l'image qui est enfin, encore une fois, c'est une question de sensibilité, mais c'est fou en tant que vidéaste, c'est fou de voir ça, quoi. Justement, Charles, quel va être le profil des gens qui vont s'intéresser à ce type d'objectif? Parce que là, on sort du côté hybride photo-vidéo, on entre pleinement dans l'univers de la vidéo, ou alors est-ce que il y a des photographes qui filment aussi, qui s'intéressent à ce type d'objectif? Oh, ils s'y intéressent depuis le début, hein. Après, Ouais. ceux qui ont une sensibilité photo et une exigence aussi de la qualité d'image et du rendu, Mm. vont s'orienter naturellement vers des optiques plutôt carrossées ciné, enfin conception ciné. Euh, Après, chacun a sa sensibilité. Vous verrez par exemple des gens qui sont habitués à la douceur des optiques Canon, au rendu spécifique. D'autres seront plus sensibles au travail avec des optiques cinéma Leica, par exemple, pour leur projet. Après, il y a des partenariats hein, qui peuvent se créer en fonction des utilisateurs, mais c'est avant tout une sensibilité perso. Euh, Après, aujourd'hui, utiliser une optique utiliser une optique ciné, il faut voir l'aboutissement de son projet et le moyen de diffusion. Une belle optique ciné comme les futurs Sigma ou les optiques Leica ciné, on va vraiment voir leur qualité sur un écran de ciné. Aujourd'hui, les moyens de diffusion qu'on a sur des projets ou ce type de choses-là, les écrans se rétrécissent beaucoup, hein. On est sur une consommation très smartphone, écran télé, alors on peut aller jusqu'au 77 pouces ou écran d'ordinateur. Après, il y a un rendu, il y a un modelé de l'image inné à la qualité des optiques qu'on a choisi, enfin, de la marque. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail en post-prod qui se fait aujourd'hui pour travailler là-dessus. C'est un ensemble, en fait. Ça dépend il y a les puristes qui vont dire je veux travailler qu'avec mon optique, très peu de post-prod, juste du cut, un peu de colorimétrie et basta. Et il y en a d'autres qui vont avoir une approche où ils vont travailler énormément leur image en post-prod. Et ça va dépendre vraiment de chacun comment il a envie de bosser, quoi. Et faire confiance à une marque sur un rendu spécifique de l'image, il y en a qui sont très sensibles et qui veulent travailler que comme ça. Bon, super. Bon, maintenant qu'on a bien compris finalement tous les enjeux techniques à prendre en compte niveau optique pour faire de la vidéo, on va essayer de rentrer un peu dans l'usage. En photo comme en vidéo, il y a déjà l'incontournable débat du choix du zoom ou de là où les focales fixes. Julien, ton avis sur le sujet? Mon avis, c'est qu'il y a pas de débat. Il y a que Oh des là, besoins. oh là là. Ah non, ah non, il y a aucun débat parce qu'il y a juste des besoins, en fait. Moi, j'ai les 2. J'ai des zooms, des transstandards et j'ai des focales fixes. Forcément, sur une interview, j'ai utilisé la focale fixe parce que ouverture plus grande, parce que qualité d'image jugée meilleure, même si on va voir personnellement que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des exceptions concernant les transstandards. Et en zoom en caméra AB, des fois, j'utilise un 70-200 pour avoir la compression d'arrière-plan. Donc, ça peut aussi m'arriver d'utiliser un zoom sur l'interview. Mais à contrario, si je fais de l'événementiel et tout ça, bah, j'ai utilisé du transstandard pour avoir la polyvalence. J'ai utilisé le 28-105. Je vais avoir toute une plage focale qui va être à moi avec une ouverture constante en plus. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc pour moi, il n'y a pas faut mieux une focale fixe, faut mieux un zoom. Pour moi, il faut les deux et ça dépend des besoins, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas de débat particulier, quoi. Après, moi, je me souviens d'un mariage que j'ai fait à l'époque où je faisais des mariages. J'avais qu'une optique fixe pour faire le mariage. J'avais un 42,5 mm Leica, c'était sur GH5 à l'époque, donc équivalent 85 mm plein format. Et en fait, on se dit, bah, sur un mariage où il y a
où ça bouge beaucoup. Enfin voilà, on se dit un transstandard, ça peut être beaucoup plus facile à gérer. En effet, ils sont plus faciles, mais la nature nous a bien faites avec des pieds. Et du coup, on se déplace et en fait, avec une focale fixe, on peut aussi très bien se débrouiller. Encore une fois, c'est une question de compromis. Chaque, chaque modèle d'optique a ses avantages et ses inconvénients. Après, l'exception pour moi que j'ai pu constater il y a peu de temps, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'optique qui est sortie l'année dernière, le 28-45 chez Sigma, où là, j'ai fait sur toute la plage focale, j'ai comparé à mes optiques fixes, de focale fixe de chez Sigma. Et là, Celui qui ouvre à 1.8, hein, c'est celui ça? qui ouvre un 8, le successeur Constant. du 18-35 APS-C qui a eu énormément de succès, qu'on a toujours d'ailleurs chez des vidéastes, qui est lui en APS-C. Et bah, du coup, j'ai pu comparer, mettre des images côte à côte entre mes focales fixes et le 28-45 à régler la même focale. Et honnêtement, en termes de qualité, on voit pas le truc, quoi. On voit pas la différence, en toute honnêteté, hein. Donc, aujourd'hui, il y a des besoins différents pour des optiques différentes. Et il y a aussi des optiques qui arrivent à faire le grand écart entre les deux. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Parce que ce débat, on l'a en permanence, nous, en photo. Zoom, focale fixe, etc. On sait qu'il n'y a pas de vérité, ça dépend vraiment du photographe. En vidéo, ça paraît quand même plus compliqué. Il faut être plus aguerri. Là, tu parles d'un mariage avec une focale fixe spécifique. Soit tu connais très très bien le lieu, tu as anticipé au max, ou alors tu connais parfaitement le matériel, ou les deux. Ça paraît vachement audacieux. Alors, pour la petite histoire, en effet, déjà, tous mes tournages, en général, je prépare à mort mes tournages. Donc ça, forcément, je connaissais le lieu, je connaissais le truc. Et pour la petite histoire, c'est un mariage où j'avais emmené tout mon matériel. Ça aussi, tout à l'heure, on parlait de gabarit d'objectifs. Aujourd'hui, un vidéaste, il emmène sa lumière, il emmène son son, il emmène tout ça. Donc, on cherche aussi à avoir des optiques pas trop grosses ni trop lourdes. Bref, j'avais emmené différentes optiques et j'ai eu un souci de voiture, quoi que ce soit. En gros, j'avais plus que cette optique-là pour moi parce que le coffre était fermé, c'est quelqu'un d'autre qui avait la clé, bref. Donc, en fait, je me suis retrouvé contraint d'utiliser qu'une seule optique. Et on dit souvent que de la contrainte naît de la créativité. Et ben, Ouais. en fait, c'est ça, quoi. C'est que tu as une focale fixe, c'est pas fait pour, mais tu as un projet à faire. Il y a des gens qui attendent derrière, il y a des clients. En plus, le mariage, c'est personnel, c'est toujours un jour très important. Et en plus, à l'époque, le Leica 42.5 mm 1.2, moi, je trouvais qu'il avait une image folle. Je trouvais que quand je le mettais sur mon GH5, ça changeait mon boîtier, quoi. J'avais plus l'impression d'avoir un GH5 dans les mains. Et du coup, j'ai fait avec ça et ça a fonctionné, quoi. Et c'est sans doute, dans les films de mariage que j'ai fait, je pense que c'est sans doute le plus beau film que j'ai fait. De la contrainte naît la créativité. J'ai tout de suite une petite pensée pour nos amis de chez Fujifilm avec leur concept X-Alf autour de la thématique de la contrainte. Mais bref, parenthèse refermée. Charles, il y a la question aussi du choix des ouvertures maximales, de la transmission maximale quand on parle du monde de la vidéo et du cinéma. Est-ce qu'on joue réellement avec les ultra grandes ouvertures en vidéo? Travailler avec une ouverture en 1.2 sur un sujet en mouvement, c'est un peu C'est touchy. chaud, hein, quand même. Hein. Même si il y a des super autofocus intégrés dans les boîtiers aujourd'hui, ça reste touchy. Après, on peut pas parler grande ouverture sans parler filtre ND derrière, hein. Et alors là, le choix des filtres ND, variable, pas variable, enfin, c'est un roman, on va dire. Alors, rappelle-nous rapidement pourquoi on se retrouve à devoir utiliser des filtres ND très rapidement avec les très grandes ouvertures en vidéo. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. En vidéo, on peut pas travailler sur la vitesse. On veut un rendu esthétique avec une profondeur de champ précise, on va travailler au diaph qu'on veut. On est en extérieur, on ne maîtrise pas la lumière. Donc c'est là que le ND intervient pour limiter la quantité de lumière qui rentre sans intervenir sur le rendu esthétique que l'on souhaite. Ou le passage intérieur-extérieur sur un suivi de sujet en mouvement, ou ce cas d'utilisation bien précis. Avoir une ouverture, très grande ouverture, c'est qu'on a dans l'idée d'avoir un rendu esthétique de l'image bien précis avec une faible profondeur de champ. Ça peut être nature morte, ça peut être du paysage, ça peut être, on va dire, une plante, un insecte. Enfin voilà, c'est des choses bien précises. Travailler un portrait, sauf
n'a pas la même approche qu'en photo, mais travailler un portrait d'une personne avec une profondeur de champ très très faible, à la pleine ouverture, ça rend pas forcément, ou alors, très bien à l'écran. On veut toujours au moins avoir les yeux, le bout du nez net, voir jusqu'aux oreilles. Après, que l'arrière-plan soit flou, c'est un choix. Là où ça va intervenir sur l'ouverture, par contre, c'est lié au boîtier, taille du capteur, sensibilité en basse lumière. Pousser les ISO, sans mauvais jeu de mots, sur le boîtier, forcément, ça va intervenir sur la qualité d'image. Donc, voilà, ça va être sur tous ces paramètres-là. Investir dans une optique qui ouvre à 1.2 avec un 7S3, on va dire, ou la gamme des FX chez Sony, l'intérêt est limité. Investir quand on a un GH5 avec un petit capteur, ça a plus de sens. Il y a aussi souvent la réflexion qui revient, qui est que pour un usage vidéo, mes optiques photo sont trop piquées, sont trop qualitatives, sont trop sharp, elles arrachent trop. Du coup, on se retrouve à devoir utiliser des fameux filtres de Chromiste, diffusion pour ouais. dégrader la qualité de l'image. C'est un peu contradictoire quand même tout ça, non? Tu vas acheter un filtre ou tu vas le faire en post-prod aussi pour adoucir avec des filtres numériques. Après, on touche à l'esthétique, donc au rendu qu'on veut personnellement ou au rendu que le client souhaite sur sa production audiovisuelle. Donc, ça reste... aujourd'hui, on est habitué à avoir des images très piquées aujourd'hui dans notre quotidien, que ce soit à la télé, que ce soit sur le smartphone. Il y a un effet de mode là-dessus. Demain, ça changera peut-être. D'ici 5 ans, on revoudra des images plus douces dans notre quotidien. Ce serait pas plus mal d'avoir un peu de douceur, mais voilà, il y a un vrai effet de mode. Après, c'est aussi lié aux marques. Vous prenez un Sigma, vous prenez Sony, vous prenez un boîtier Sony, vous prenez un boîtier Canon. Mis à part l'optique, il y a aussi un traitement de l'image propre à la marque. Et puis, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, Sony, dans le monde audiovisuel, c'est quand même, on va dire, à sa place. Grosse référence. Voilà. Et puis, il y a le rendu Sony qui est arrivé derrière et qui a imposé un peu un effet de mode à tout le monde qui veut un rendu d'image très sharp, très piqué. Julien, dans la série des hype après l'optique anamorphique, on a aussi la hype de l'ancienne optique du RSS pour faire de la vidéo avec un flair dégueu, ultra dégradé. Évidemment, on veut ton avis sur le sujet. Là, quand tu dis, encore une fois, c'est de la hype. On parlait tout à l'heure des ouvertures très grandes. Encore une fois, faut que ça participe à l'histoire. Et on parlait tout de suite avec Charles du piqué. C'est pareil. Moi, quand je filme de l'événement sportif, j'ai une image la plus piquée possible parce que c'est la précision sur un ballon, sur une action, quoi que ce soit. Par contre, si c'est pour l'interview, généralement, en amont, je montre 3 types de plans au client pour lui montrer, ben voilà, est-ce que vous cherchez une ambiance plus douce? On va jouer sur l'éclairage, sur des filtres, à condition de mettre des filtres de qualité, parce que sinon, autant mettre de la vaseline sur ton optique, ça fait pareil. Mais encore une fois, faut que ça serve l'histoire. Et pour les optiques vintage, là aussi, il y a une espèce de mode avec l'Helios 44, notamment. Il y a des gens qui se font avoir avec ça, parce que les optiques vintage, si on fait pas gaffe, il y a un truc qui est sympa qui vient avec les optiques vintage, c'est les champignons. Et les champignons, c'est trop bien sur un... Vous êtes vraiment bizarres, les vidéastes. Hein. C'est pas la première fois que j'entends ça, mais... non, mais franchement, moi, j'ai pas eu le cas, mais parce que moi, en fait, j'ai récupéré des optiques vintage, non pas des trucs russes, mais de mon papa qui est décédé il y a peu, et j'ai récupéré, il avait toute une gamme d'optiques Canon FD, donc pas des grosses optiques, mais des optiques, c'est vrai que quand on les met sur des boîtiers d'aujourd'hui, il y a un caractère particulier. On sort, en fait, nous, les vidéastes et les photographes et n'importe qui, en fait, on n'est jamais content de ce qu'on a. Et en fait, on veut toujours des images plus piquées. Et puis, quand on les a hyper piquées, on se dit, non, en fait, on veut un peu plus de douceur. Donc, on cherche toujours à modifier ce qu'on a. Et c'est vrai que des optiques vintage, ça permet d'apporter quelque chose d'autre. Par contre, moi, ce que je conseille généralement, et moi, c'est ce que je fais, j'ai ma boutique photo de Caen et j'apporte pour qu'il me fasse un nettoyage pour pouvoir utiliser sereinement l'optique pour pas que ça bousille mon capteur.
mais c'est vrai que ça apporte quelque chose. C'est, c'est marrant parce que c'est ce que je dis, on essaye toujours de contrecarrer ce qu'on a. On a aujourd'hui des capteurs hyper piqués, on a des optiques hyper piquées et ben, des fois, on a envie d'autre chose aussi, quoi. Donc c'est ce qu'apportent les optiques, vintage. Bah, elles apportent ça, puis elles apportent autre chose que tu as cité tout à l'heure. C'est quand même un plaisir aussi à regarder, à manipuler. Et c'est ce que permettent les hybrides actuels. Et c'est dommage de s'en priver. C'est-à-dire que ces montures sont facilement adaptables. Aujourd'hui, on peut mettre des optiques des années 70 très facilement. Là, je pense des optiques Nikkor AIS que moi j'adore sur des hybrides via des bagues. Et à manipuler, c'est un réel plaisir. Donc, ça compte aussi. Il n'y a pas que le rendu d'image. Ouais, je pense, mais tu vois, le plaisir que tu as à manipuler ces optiques, c'est peut-être parce que toi, tu les as manipulées avant. Et je pense que pour une C'est vrai. très jeune génération, ce plaisir-là, ils ne le retrouvent pas. Et du coup, c'est pas ça qui va compter le plus pour eux. Ce qui me plaît de réutiliser les optiques, c'est parce que c'était tout d'abord les optiques de mon père. Parce que quand j'étais gamin, je le voyais tout le temps les utiliser. Et voilà, et du coup, moi, je les réutilise aujourd'hui. Mais, mais en effet, je comprends le côté un peu nostalgie de retrouver les anciens boîtiers argentiques, quoi. De retrouver l'ancienne utilisation, quoi. Bon. Allez, dernier sujet qu'on a un petit peu éludé tout au long de cette émission, c'est l'approche budgétaire, évidemment, à prendre en compte en vidéo dans le choix de ces optiques. Alors, très naturellement, en vidéo, on n'a pas le même rapport à ces objectifs qu'en photo. On n'est pas dans une logique de toujours avoir son boîtier sur soi, de faire des vidéos quand bon nous chante, dès qu'on croise un truc, machin, truc bidule. Donc, on a plus une approche de projet, de mission, de trucs spécifiques. Je sais que dans le monde de la vidéo, la location a une grande place. Acheter, louer pour des vidéastes indépendants ou des petites boîtes de production, c'est toujours un sujet hyper central, Charles. Ah, complètement. Et puis, ça donne aussi une créativité possible pour les utilisateurs. De pouvoir se louer pendant un week-end une optique qui a un certain budget, c'est agréable aussi. Il faut savoir se faire plaisir en tant qu'utilisateur. Après, il y a des contraintes budgétaires pour tous ceux qui travaillent dans le domaine audiovisuel qui sont bien présentes, surtout aujourd'hui. Et travailler un projet perso avec en tête une approche esthétique de l'image avec tel rendu, la location a tout son sens. Parce que son projet va durer, ça peut être un court-métrage qu'on va filmer en 15 jours, 10 jours. Bah là, la location a son sens. Travailler, on va avoir des optiques ciné, un lot d'optiques ciné sur des boîtes de production, ça a du sens aussi. Être très polyvalent dans son approche du travail, parce qu'on fait autant de la photo, de la vidéo, du reportage, du corporate. Investir dans une optique à 8 000 €, c'est peut-être un peu plus... On se pose plus la question, quoi. D'où, par exemple, où Sigma qui annonce un 2805 carrossé ciné, ouverture T3, si je me souviens bien. Ultra polyvalent, à Voilà. tout faire. Et ben là, on peut se dire, ils essayent d'approcher une utilisation avec une focale grand standard, utilisable par tout le monde, et puis pouvoir l'utiliser sur des projets plus personnels en mode cinéma, quoi, avec un follow focus, etc. C'est d'ailleurs l'approche, je pense, qu'ils ont en intégrant les moteurs autofocus dans des optiques ciné. C'est qu'ils veulent pouvoir être très polyvalents dans les besoins de l'utilisateur. Julien, toi, c'est quoi ta stratégie d'investissement vis-à-vis des optiques en vidéo en fonction de tes projets et de tes daily, comme on dit? En fait, tu as dit le mot qui compte le plus, c'est investissement. Aujourd'hui, moi, quand j'achète une optique, c'est parce que je sais que j'en ai besoin pour des projets et que je vais la rentabiliser. En fait, j'ai l'impression que c'est ce qui sépare un peu la photo de la vidéo. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui font de la vidéo sont majoritairement professionnels que la photo. En fait, la photo, je veux dire, on peut prendre du plaisir à faire de la photo amateur et tout ça. Faire de la vidéo amateur, l'inconvénient de la vidéo, c'est que vous filmez, c'est très bien, mais après, il y a tout le montage à faire, il y a tout ça, et généralement, ça décourage beaucoup. Ce qui fait qu'en vidéo, je trouve qu'on touche beaucoup de professionnels. Après, il y a des amateurs, je ne dis pas. Et du coup, pour les professionnels, une optique, c'est un investissement, c'est une rentabilité. Et par rapport à ce qu'on veut faire, et là, je rejoins complètement Charles, c'est que la location apporte vraiment un gros plus pour ça.
déjà, ça permet de tester une optique avant d'investir. C'est vrai qu'investir 8 000 € dans une optique, c'est un budget. Ça permet d'essayer, ça permet justement sur un tournage ponctuel de 3 jours de pouvoir louer tout ça. Après, il faut savoir que la location d'objectifs et de matériel photo dans des grandes villes, ça se fait très bien. Ailleurs, l'offre est vraiment très réduite, donc c'est pas non plus une solution magique. Je veux dire, si on est sur Paris ou sur Lyon, louer du matériel, c'est facile. Quand on est dans des villes moins conséquentes, c'est moins évident de louer du matériel. Mais en effet, euh, pour me recentrer un petit peu, en effet, quand moi j'achète une optique, c'est vraiment que je suis sûr de l'utiliser et d'en avoir besoin et que ça va m'apporter quelque chose, ça va apporter une plus-value à mon travail que je vais facturer, forcément. Mais sinon, la location, c'est ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Bon, eh ben, on va conclure sur ces mots. Merci beaucoup Charles, merci beaucoup Julien pour Merci à toutes vous. vos à vous. explications. Nous sommes toujours avec le vidéaste Julien Migeot et Charles Lacombe de la boutique Objectif Bastille pour cette grande discussion autour des optiques vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Charles, Julien, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Julien. Pourquoi les grands constructeurs photo considèrent la vidéo dans la conception de leurs nouvelles optiques? La raison pour moi, elle est assez simple, c'est que la vidéo aujourd'hui par l'utilisation des téléphones et autres, ça a un peu surplombé la consommation des réseaux sociaux, ça a surplombé un peu la photo. En fait, je parle pas d'un jugement entre la photo et la vidéo, je parle plutôt d'un moyen de consommation des gens qui consomment aujourd'hui beaucoup plus facilement de la vidéo parce que ça bouge, donc ça retient plus l'attention et voilà. Et je pense que c'est un marché que les constructeurs aujourd'hui ne peuvent pas ignorer et d'ailleurs, ils le font pas, ils ignorent pas du tout et c'est normal que les constructeurs, aillent dans ce sens-là, aillent dans cette direction-là, en tout cas de la vidéo aujourd'hui fait partie du marché des optiques et des boîtiers et heu et même si, parfois je trouve que certains constructeurs le comprennent encore pas tout à fait. Par exemple, comme vous l'avez deviné, moi j'ai entièrement des boîtiers Lumix aujourd'hui et aujourd'hui, moi je rêve que Lumix sorte leur FX3 avec un vrai form factor pour la vidéo et heu et du coup, les constructeurs comprennent les besoins vidéo, mais certains ne se plongent pas forcément, complètement et restent un pied ancré, dans la photo. Notamment, j'aurais pu dire ça de Nikon avant le rachat Red et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Les constructeurs vont vers la vidéo parce qu'il y a de la demande. Il y a énormément de demandes, tout simplement. Oui, on renvoie aussi au témoignage de Foucault Prové qui a très bien expliqué la raison du développement d'un 28-105 T3 en parallèle d'un modèle f2.8 pour la photo. Sinon, pour en venir à la question suivante qui sera plus adressée à Charles, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'autofocus, qui est de plus en plus abouti, performant sur les appareils photo, l'est tout autant en vidéo? Bah, complètement. Quand vous prenez FX9, FX6 chez Sony, Canon avec la C80, c'est leur axe de développement. Ils intègrent les technologies liées au processeur, à l'IA, toutes ces nouvelles donnes qui font que un photographe qui est aujourd'hui aura beaucoup de mal à vivre en faisant que de la photo sera forcément amené à faire de la vidéo derrière pour faire une forme de package, de polyvalence. Eh ben, il a besoin d'avoir cette aide pour répondre parce que il aura peut-être pas forcément aussi, on va dire, les connaissances techniques pour l'utilisation d'un follow focus en manuel et anticiper beaucoup de choses, quoi. L'axe de développement, si je rebondis sur la question, c'est est-ce que les constructeurs aujourd'hui peuvent se passer en créant une optique d'une utilisation vidéo? Non. Un photographe pro aujourd'hui, il est obligé de savoir faire autant de la photo que de la vidéo.
Julien, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le phénomène de focus breathing? Le focus briefing, en fait, c'est quand on fait avec une optique un changement de mise au point, on peut avoir parfois un changement de focale qui apparaît. On a l'impression qu'on zoome dans l'image ou quoi que ce soit. Donc c'est un problème de focus qui est mal maîtrisé par l'optique. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est amené à être plus ou moins bien compensé ou réglé définitivement. Charles, pourquoi la cohérence de gabarit sur une série de focales fixes pour un usage vidéo peut être importante? On a besoin de changer dans le cas d'une utilisation d'une focale fixe, en manuel ou avec des systèmes de motorisation comme les Nucleus Tilta ou les DJI Focus Pro, on va pas s'amuser à changer le positionnement des moteurs à chaque changement de focale. Donc le fait que la bague de mise au point soit toujours au même endroit, on change l'optique beaucoup plus facilement. On est plus réactif. D'un point de vue usage, Julien, comment on s'y prend sur le terrain pour filmer avec des optiques à ultra grande ouverture? Bah, comme le disait Charles, pour les ultra grandes ouvertures, on va avoir un problème de lumière qui va être trop importante. Alors, on veut de l'ouverture pour la profondeur de champ. Encore une fois, il faut que ça participe à l'histoire. Il y a 4-5 ans, surtout, il y a une grosse mode de la faible zone de netteté qui était partout, dans tous les plans. Et franchement, il y a des fois, c'est complètement inutile, quoi. Donc déjà, il faut s'en méfier. Et comme l'a très bien expliqué Charles avec notre triangle d'exposition, on a besoin parfois de filtre ND, c'est une sorte de lunettes de soleil pour notre optique, pour éviter qu'il y ait trop de lumière qui rentre, pour nous aider à corriger l'exposition de notre plan. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est quasi obligatoire pour du plan extérieur. Ça peut être servi, là on rentre dans les trucs techniques, mais on peut aussi s'en servir pour des plans en intérieur si on veut obtenir certains effets, tout ça. Mais c'est quelque chose de très courant. Par contre, j'insiste sur un petit truc, c'est que on rajoute une couche de verre devant notre optique. Donc cette couche de verre qu'on rajoute, on a tout intérêt à ce qu'elle soit de très bonne qualité. Parce que sinon, ça peut vraiment dégrader une optique. Donc, comme tous les filtres, je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir dans du très bon matériel si on ne veut pas être déçu. Et est-ce que les vidéastes sont aussi sensibles que les photographes au bokeh pendant Oui. un tournage? Certains plans à la forme du bokeh. Ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant lors de l'élaboration d'une optique, c'est de savoir quel rendu de bokeh, quelle forme de bokeh on peut avoir. Et oui, c'est assez... et la preuve, en vidéo, le bokeh connu et à la mode, parce qu'on en a parlé, c'est le style anamorphique avec le bokeh en forme ovale et non ronde. Et c'est vrai que tout de suite, quand on regarde un film, on sait si c'est une optique anamorphique qui a été utilisée, rien qu'avec le bokeh. Donc oui, le bokeh en vidéo a son importance. Il y a une sensibilité, il y a une attirance. Après, le bokeh, c'est lié aussi au nombre de lamelles, du diaphragme, de la conception de l'optique, hein. C'est ce qui va faire des transitions très douces ou pas. Et c'est là que vous voyez, par exemple, des gros constructeurs d'optique comme Leica qui est capable d'avoir des bokeh ou des transitions net flou qui sont vraiment très particulières et qui peuvent être très recherchées dans ce domaine-là. Hmm. Charles, comment tu pourrais expliquer la tendance des optiques vintage ou, d'une manière plus générale, la nécessité, dans certains cas, de dégrader volontairement la qualité des optiques pour un usage en vidéo? On retourne sur une approche assez personnelle de son projet. Et puis, ça peut être aussi une façon de se démarquer par rapport à des images hyper sharp, très piquées, qu'on peut retrouver dans notre quotidien. Aujourd'hui, la personne a besoin de sortir du lot et d'avoir son image propre, quoi. Pour terminer, Julien, dans quelle situation on choisit le zoom ou dans quelle situation on préfère les focales fixes, là ou les focales fixes? En général, le zoom, que ce soit transstandard ou téléobjectif, c'est la polyvalence. C'est sur un tournage où on a besoin sur l'événementiel, on a besoin de plans larges, on a besoin de plans plus serrés. Donc le zoom, c'est de la polyvalence, c'est vraiment quelque chose de très pratique. A contrario, la focale fixe, généralement, on l'utilise pour des projets plus posés, donc de l'interview, où il y a aussi des exceptions, comme on a parlé ensemble avant. Voilà, donc généralement, c'est les deux usages principaux. Et aujourd'hui, c'est un peu chamboulé parce qu'il y a des zooms de très bonne qualité qui rejoint la qualité des optiques prime, des optiques fixes. Et il y a aussi les boîtiers, en fait. Les boîtiers avec les crops, par exemple, vous avez une optique fixe,
en plein format et vous utilisez le crop APS-C de votre boîtier. Et là, du coup, vous avez comme si c'était une sorte de zoom, entre guillemets, ou chez Sony, le clear zoom, si je me trompe pas, c'est comme ça que ça s'appelle, où on peut zoomer entre ce crop et ce plein format. Donc, en fait, aujourd'hui, on a plein d'outils et plein de nouvelles optiques qui permettent que cette frontière entre la focale fixe et le zoom est de plus en plus réduite et ça arrive à se confondre. Merci Julien, merci Charles pour toutes ces explications. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Alors c'est parti. Première question pour toi, Charles, qui nous vient d'un dénommé Yvan. Qu'est-ce que cela donne en termes de suivi AF des objectifs Canon EF sur un hybride récent Canon EOS R en vidéo ? Alors, C'est hyper dur. ça dépend du sujet qu'on filme. Si on est sur un plan interview fixe, pas de souci. Si on est sur des sujets en mouvement, voiture, sport, beaucoup plus compliqué. La bague fait qu'il y a un ralentissement de l'autofocus. Oui, puis je crois que tu l'as dit au début de l'émission, Charles, ou à un moment en tout cas, c'est que les optiques, elles suivent les développements des boîtiers aussi actuels en fonction des montures. Complètement. Aujourd'hui, sur les montures natives R, donc RF chez Canon, il y a beaucoup plus de contacts que sur les modèles EF. Et ça explique aussi cette différence de suivi. Deuxième question pour toi, Julien, qui nous vient d'une dénommée Clara. C'est pas un peu ridicule cet effet anamorphique à outrance sur YouTube ? Si, complètement. Comme on l'a dit ensemble tout à l'heure, il faut que ça serve l'histoire. Sur YouTube aujourd'hui, il y en a énormément, mais il y a aussi beaucoup de faux anamorphiques sur YouTube. Mais faut pas céder à la hype, faut vraiment voir par rapport à ses besoins. Et voilà, l'anamorphique, ça peut être très bien si ça te convient. Si ça te convient pas, t'es pas obligé d'avoir une optique anamorphique. C'est quoi le budget pour une optique anamorphique, là, le moins cher qu'on puisse trouver là ? Le moins cher, je pense qu'on est 300 autour balles de 600 €, je pense qu'on 600 peut avoir une optique. 600 ? Ouais, c'est ça. Les séries 8, je crois que c'est 600-800 € Ouais, absolument. en APS-C. Troisième question pour toi, Charles, qui nous vient d'un dénommé Étienne. Pourquoi les optiques ciné, comme chez Zeiss, Cooke ou Angenieux, coûtent si cher ? Et les matériaux, la qualité du verre, la conception, du diaphragme, du range des optiques. Enfin, c'est un ensemble. C'est beaucoup de technologie et c'est aussi des développements humains et techniques qui se comptent en années sur ce type d'optique. On n'est pas sur une optique qu'on sort en 6 mois comme on peut voir chez Seven Artisan. Et on rappelle que Angenieux est une marque française, Oui. avec des objectifs fabriqués en France, qui est suffisamment rare pour être souligné. Quatrième et dernière question pour toi, Julien. Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours sur toi, mais c'est comme ça. Qui nous vient d'un dénommé Marc. Même thématique que juste avant. C'est quoi cette hype autour des optiques soviétiques pour faire de la vidéo ? Encore une fois, la réponse à la question, c'est une hype. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On cherche à obtenir un caractère différent de l'optique de base qu'on a sur notre boîtier. Et donc, on recherche toujours ce petit truc qui va nous différencier. Sauf que vu que c'est une hype, au final, tout le monde a la même différence. Donc, du coup, on perd le principe de base. Mais c'est ça, c'est rechercher une image différente de ce qu'on peut avoir pour essayer de se démarquer par rapport aux autres. Il y a des modèles comme ça, un peu de vieilles optiques de l'URSS à recommander ? L'Helios 44 qui est la plus répandue au niveau hype, qui est une optique qu'on peut trouver aux alentours de peut-être $50 peut-être sur eBay, donc ça coûte pas grand-chose, mais généralement c'est les optiques qui sont utilisées une fois ou deux, puis les gens y reviennent à leurs optiques, quoi. Bon, en même temps, pour 50 €, ça va encore. Oui, ça va. On clôture le quiz là-dessus. Merci à vous deux.
On y est, c'est la fin de cette émission. Julien, Charles, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation en studio ou en visio. C'est le moment de partager avec nos auditeurs vos actualités. Je vais commencer par toi, Charles. Est-ce qu'il y a des actualités que tu souhaites partager autour d'Objectif Bastille à nos auditeurs? L'annonce et la sortie de la nouvelle FX2, qui est pas juste... Dont on a parlé la semaine dernière. Ouais, voilà. Ça, mine de rien, avec un viseur qui est vraiment confortable. Enfin, Un vrai viseur. Ouais, un vrai viseur. Ça change. Ça change des hybrides. Et en actualité produit, après, dans le domaine de la vidéo, ça va surtout être en septembre à l'IBC. C'est un grand rendez-vous. C'est l'équivalent de la Photokina, enfin feu la Photokina, pour l'univers du broadcast, hein, c'est ça, à l'IBC. Ouais, de l'audiovisuel. Et puis, beaucoup d'attentes. Sur 2026, l'audiovisuel, je suis pas sûr qu'il y a une grosse révolution qui va se passer. Mais des annonces de développement, ça va, oui. Ça va arriver et beaucoup d'attentes. Et puis... Il y a déjà Fuji qui a annoncé une énorme optique vidéo, une caméra vidéo. Ouais, l'Eterna, ouais. En même temps que le GFX. Tout à fait. On a eu l'occasion de l'avoir sous cloche au micro-salon. Ouais. On attend de l'avoir un peu plus en vrai à l'IBC, justement. Au Satis, probablement. Ouais, tout à fait. Et puis... par rapport à ça, justement, Fuji, des caméras à grand capteur comme ça, ça va être intéressant de voir comment ça va être utilisé derrière. Ouais. Voilà, c'est quelle créativité ça va engendrer. C'est toujours bien. Bon, et ben en tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer et de partager tout ça avec toi. Julien, ton actualité? Moi, c'est mon activité pro, donc ça ne vous intéresse pas forcément. Vous pouvez me retrouver pour ceux que ça intéresse. Donc, j'ai une petite chaîne YouTube. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, je pense que je vais revenir au salon de la photo au mois d'octobre pour refaire un atelier autour de la vidéo. Parce qu'on voit bien que ça intéresse beaucoup. Et du coup, refaire ce genre d'atelier. Donc, moi, je conseille aux gens de se renseigner aussi auprès de leurs revendeurs photos. Objectif Bastille ou chez moi c'est Image Photocamp par exemple, où souvent il y a des ateliers qui sont organisés et j'encourage les gens à participer. Donc là c'est pas une pub pour moi, c'est une pub en général, à participer à ces ateliers là parce que ça permet de tester des boîtiers, des optiques, d'avoir des conseils spécifiques aux besoins des gens. Donc voilà, c'est surtout là-dessus que je voudrais insister. Bon, parfait, merci encore Julien. Un vrai plaisir. La semaine prochaine, pour l'avant-dernier épisode de la saison 10 du podcast Faut pas pousser les ISO, il sera question de photos de rue. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo. Et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.